Surtout que vu la période de grâce qu'il était en train de vivre, Oligui marche sur l'eau. Donc s'il était venu dire aux uns et aux autres que «Ah, félicitez-moi, j'ai récupéré 20 milliards, mais j'ai pu assurer pour l'État gabonais 20 milliards. Mais par contre, toutes les pressions internationales que je subis et le fait que je veux vraiment normaliser la place du Gabon dans les instances régionales et sous-régionales, je vais devoir céder, ils vont devoir partir. Ne vous en faites pas, comprenez-moi, c'est un mal pour un bien. Le deal pour qui et pourquoi? Dans l'intérêt de qui? C'est l'usage, et je ne vais pas t'apprendre qu'il y a ce qu'on appelle le syndicat des chefs d'État, qui fait que lorsque l'un d'entre eux tombe, on essaye d'arranger un peu sa situation et faire en sorte que sa sortie soit la plus honorante possible. Tu parlais de l'AES il y a un instant. Ce qui s'est passé au Gabon a essayé d'être fait au Niger. Quand Mohamed Bazoum a été enfermé dans sa résidence présidentielle, il y est toujours par Abdoulaye Tiani. Voilà. Les gens de la CEDEAO et l'Union africaine sont montés au créneau pour essayer de le libérer. Mais l'Union africaine et les autres instances régionales vont ou négocier avec les gens avec qui sont ouverts à la négociation. Bonsoir tout le monde. On va parler de l'actualité qui a fait le buzz quasiment toute la journée en République gabonaise, à savoir la remise en liberté provisoire de l'ancienne première dame Sylvia Bongo Ondimba, de son fils Noureddine Bongo Valentin, accompagné de l'ex-chef d'État Ali Bongo, qui était reclus dans sa résidence de la Sablière, officiellement libre de ses mouvements. Mais il y avait toujours des membres de la GR qui obstruaient les accès à sa résidence. De toute façon, il avait fait savoir qu'il ne partirait pas du pays sans sa famille. Maintenant que sa famille lui a été remise, sans surprise, grâce à la médiation angolaise, il a quitté le pays dans la nuit du 15 au 16 mai. Donc nous allons traiter prioritairement cette actualité. Il y a énormément de choses à en dire. Les enjeux en la matière sont très importants. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous poser. On va prendre notre temps pour pouvoir décortiquer cette actualité. Nous nous sommes levés ce matin avec une information faisant état de la libération de l'ancienne première dame Sylvia Bongo Ondimba, de son fils Noureddine Bongo Valentin. Ces personnalités, avec le président Ali Bongo, ont pris donc la route de l'Angola. Si on veut être complet, en fait, ça a commencé depuis bientôt plus de 2 à 3 semaines. L'état de santé de l'ancienne famille régnante commençait à intriguer et à interroger. Donc, il y avait des pourparlers qui étaient en cours, aussi bien avec les Américains que les présidences camerounaises, congolaises, centrafricaines, afin que des conditions de détention soient un peu plus humaines pour Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin. Ils auraient été sortis des cachots dans lesquels ils étaient retenus captifs pour l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo. Ensuite, ça a été la mise en résidence surveillée. Mais en fait, comme je vous l'indiquais, c'est un long processus qui a commencé il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait plusieurs articles de presse qui faisaient savoir qu'il y avait des interrogatoires très musclés qui étaient organisés à la présidence de la République, ou en tout cas dans les sous-sols de la présidence de la République et dans les cachots de certains services de renseignement, et que Noureddine et sa maman subissaient des actes de torture ou des actes inhumains pour qu'ils rétrocèdent une partie de leur patrimoine, de leurs actifs à l'État gabonais ou aux tenants, aux autorités actuelles de la transition. Leurs avocats en avaient parlé, de nombreux médias internationaux avaient relayé l'information. Il y avait donc déjà à cette époque une négociation, votre liberté contre l'argent que vous avez pu voler, et il va falloir que vous nous les rétrocédiez. Et aujourd'hui, on ne sait absolument pas s'il y a réellement eu rétrocession. S'il y a eu rétrocession, quel est le montant de ces rétrocessions? Et surtout, quelle direction cet argent a pris? Que si on part du principe que cette fortune a été constituée de manière illégale, lorsqu'on vient à la récupérer, il faut quand même un minimum de transparence. Et au-delà de ça, il ne pouvait pas y avoir rétrocession en dehors d'un procès. Dans un état de droit, c'est encadré.
il y a des règles. Il y a tellement des règles que quand vous les enfreignez, vous pouvez être poursuivi pour extorsion de fonds, torture, mauvais traitement. Et il faut croire qu'il y a finalement eu un terrain d'entente entre les autorités actuelles et les membres de la famille Bongo. Rajouter à cela toutes les pressions internationales dont je vous parlais. Le président Sassou Nguesso s'en est ému, le président Biya aussi, le président Touadéra, le président angolais forcément, d'autant plus qu'en ce moment, il est président en exercice de l'Union africaine. Il veut pouvoir avoir comme tableau de chasse, pendant son année où il a exercé à la présidence de l'Union africaine, d'avoir résolu un dossier quand même assez épineux dans la sous-région, montrer que sa médiation, sa facilitation a eu un impact, sans même parler de Donald Trump et du conseiller Afrique de la Maison-Blanche qui est venu représenter Donald Trump à l'investiture du président Oligui Nguema et qui aurait en privé fait savoir également au général Oligui qu'il fallait avancer sur ce dossier Sylvia Inurendi Bongo. Et je dois vous avouer que tout dans ce dossier me met un peu mal à l'aise. On avait enfin l'occasion de pouvoir faire réellement œuvre de justice. Et ça, c'est peut-être le péché originel du général Oligui et de la transition, c'est d'avoir pas assez pris ce symbole-là au sérieux. Parce que dès le lendemain du coup d'État, il y avait déjà des règles de droit qui ont été enfreintes. Et donc, ça voulait déjà dire qu'il n'y aurait pas eu œuvre de justice. Ou même s'il y avait eu œuvre de justice, elle n'aurait pas été inattaquable. Parce que déjà des règles auraient été enfreintes. Non seulement on n'a pas scrupuleusement respecté les règles, on a fait en sorte, un peu comme si on voulait se venger d'eux, que leurs conditions de détention soient les plus difficiles possibles, limite inhumaines, et j'ai beaucoup de mal avec l'argument pendant leur toute puissance, c'est ce qu'ils faisaient aux autres. Ce n'est pas parce que les gens précédemment ont été des bourreaux et des animaux que vous devez vous comporter comme eux. Au contraire, c'est en leur donnant beaucoup d'humanité qu'ils finiront eux-mêmes par se rendre compte qu'ils étaient dans l'erreur et peut-être s'amender. Il était nécessaire de faire des exemples. Et en l'occurrence, un exemple. Nous voulons aujourd'hui créer un tout nouveau Gabon. Ce tout nouveau Gabon passera par une justice qui sera équitable, transparente, dans le cas des dossiers de ces gens-là. Et au-delà de la famille Bongo, la famille nucléaire d'Ali Bongo, il était nécessaire d'avoir à situer les responsabilités de tous les autres membres éminents du régime. Tant qu'on ne fera pas réellement cet exercice, je vois mal comment est-ce qu'on pourra avancer, être un pays qui aura compris de ses erreurs, qu'il ne les reproduira pas et qui avancera d'autant plus vite dans sa quête de développement et de prospérité. On a l'ancienne famille dirigeante qui quitte le pays un peu dans la honte et le déshonneur, en pleine nuit. Eux-mêmes étaient déjà bien contents aussi de partir, et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Quand on est patriote et qu'on aime son pays, il n'y a pas à aller vivre en exil. Il était possible d'avoir à négocier. S'il y a un procès, bah, que le procès se tienne, j'assumerai les conséquences de mes actes. Si après, je dois demander une grâce présidentielle, je la demanderai. Mais je ne vais pas aller vivre à l'étranger en exil et puis être le Idi Amin ou Bachar el-Assad, un vulgaire despote qui accepte de vivre en exil. C'est pas possible. Vous avez dirigé ce pays, c'est chez vous. Vos ascendants sont enterrés là. Il n'y a pas à partir. Et ça aussi, ça interroge le côté un peu mondialiste, occidentalisé d'Ali Bongo et de sa famille. Le Gabon ne veut plus de nous. Eh ben, c'est pas grave, on s'en va, on sera heureux ailleurs. Incompréhensible dans cet événement de la libération de l'ancienne famille présidentielle, c'est que la présidence de la République gabonaise n'a toujours pas réagi. On est là, vendredi 16 mai, à quasiment 22h45 heure de France, 21h45 heure de Libreville. Il a donc fallu que ce soit les médias, que ce soit les canaux officiels de la présidence angolaise qui fassent savoir que Ali Bongo était dorénavant hors du pays avec sa famille. Mais c'est un gros problème de communication, voire même de stratégie. C'est pas possible.
Ils sont au courant de cette libération depuis plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines. Quand ils sont passés de détention à résidence surveillée, l'Union a fait un démenti disant qu'ils sont toujours en détention. Tout ça rime à quoi en fait? Ils savaient tout ce qui devait se produire. Pourquoi n'ont-ils pas anticipé? Pourquoi n'ont-ils pas fait savoir? Pourquoi ont-ils voulu perdre un peu l'opinion? Qu'est-ce qu'il en retourne en backstage? Parce que s'ils avaient eu l'intelligence et surtout l'honnêteté de venir faire comprendre aux uns et aux autres que nous avons pas mal de pression internationale. Je ne vois pas comment est-ce que je pourrais valablement faire l'unanimité, que le Gabon fasse unanimité autour de soi, si on ne fait pas un geste de magnanimité, un peu de bonne volonté à l'ancienne famille présidentielle. Passons l'éponge. Un grand pays, c'est aussi accorder le pardon. Je demande à l'ancienne famille présidentielle, s'ils implorent notre pardon, et si tel est le cas, je les laisserai partir. Même s'il y aurait eu des gens qui se seraient levés pour témoigner leur désapprobation de tout cela. Mais une partie de l'opinion, voire la grande majorité, dira que oui, bon, qu'ils s'en aillent. Surtout si vous avez récupéré quelques subsides, dites-nous combien, et puis bon, qu'ils soient enfermés ou pas, ça ne changera rien à mon quotidien. Ça aurait pu s'entendre. Je ne milite pas pour ce genre de pratique, mais s'il y avait eu un minimum de stratégie, un minimum de conséquences, s'ils avaient anticipé, s'ils avaient travaillé l'opinion, s'ils avaient fait savoir tout simplement quels étaient les enjeux, ça aurait été moins cette déflagration que les gens ont eu ce matin en se levant. Oui, s'il y a des gens qui veulent monter, c'est avec plaisir. Allô, bonsoir. Bonsoir Brian, nous Comment va? t'écoutons. Comment tu te portes? Très Comment bien, tu te toi-même. portes? Ouais, je voulais juste éclairer quelques petites choses que tu viens d'énoncer tout à l'heure par rapport bon, donc, je pense que nous tous nous sommes au courant hein, que le président est parti dans la nuit en Angola. Je pense que c'est hier ou avant-hier. Mais il y a quelque Hier. chose. Bon, après, je pense que ça n'étonne personne. Hein, c'était quelque chose qui devait se faire, que ce soit en retard ou c'était une évidence. Ça, c'était une évidence. Après, voilà, tout le monde a vu et puis voilà ce qu'on en pense. Mais ce que moi j'aimerais notifier, c'est que aujourd'hui, comme tu viens de dire, parce que tu disais que tu ne vois pas pourquoi le président Ali Ben Bongo, on a essayé on va dire, de rendre la monnaie de sa pièce qu'il a fait à la population gabonaise. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non, en fait, parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre. La chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fait souffrir le pays. C'est des choses qu'il devait payer, que ce soit, on n'a pas besoin de faire, on n'a pas besoin de faire un acte d'égoïsme, non. Il devait assumer pleinement ce qu'il a eu à faire. C'est-à-dire, quand tu poses des actes, il faut les assumer. Voilà, il a fait des choses qui ne sont pas il y a longtemps, mais il fallait qu'on lui rende la monnaie de sa pièce, mais différemment. Parce que même là, même quand on parle même de ce qu'il a eu, c'est qu'il a, il n'a pas, à la prison centrale, il n'y a rien eu de flagrant. Il a été, ses enfants, sa femme ont été traités comme tels, malgré tout ce qu'on a eu à dire, qui s'avère même faux. Parce que je pense pas qu'ils ont été maltraités comme on le pense. Ça, c'est des histoires à dormir debout, puisque quand on voit les gens, ils sont bien portants. Quand on voit les photos, c'est des personnes qui sont bien portantes. Lui-même également, il est très bien portant. Donc, il n'a même pas essayé de comprendre certaines, on va dire quoi, certaines douleurs que les Gabonais ont eu à avoir. Parce qu'on ne traite que le fou, ou bien on se moque que du fou, quand c'est pas un membre de ta famille. Quand c'est un membre de ta famille, si quelqu'un rit à côté, tu ne riras pas. Il y a des gens qui ont connu des déflagrations quand il était au pouvoir. Il y a des gens qui sont partis en 2007. Il y a des parents qui ont pleuré jusqu'aujourd'hui et qui pleurent, qui n'ont pas de retour. Mais il devait comprendre aussi cette douleur. Mais autrement, après, on ne rend pas le mal par le mal. Ça n'a rien à voir à être, on va dire quoi, avoir un mauvais cœur, oui ou non. Mais il devait comprendre quelque chose. Je pense qu'il y a une méprise. Déjà, le président Ali Bongo ne pouvait pas être poursuivi devant n'importe quelle cour pour la simple et bonne raison que du fait de ses 2 mandats de président de la République, il est pénalement irresponsable pour tout ce qui a pu se produire pendant ces 2 mandats. Donc déjà, Ali Bongo n'avait pas à comparaître devant quelconque tribunal. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il disait dans les journaux ou quand il a eu le général Oligui en face que mets-moi à la place des miens, s'il fallait en prison, j'irais.
n'a pas pu le faire parce que, oui, il n'aurait pas pu l'enfermer du fait de son état de santé, mais surtout parce que juridiquement, il n'y aurait rien eu dans le corpus législatif, dans le corpus pénal, qui aurait permis, par exemple, de faire condamner Ali Bongo. Après, il ne faut pas confondre aussi œuvre de justice, par exemple sur Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin, et ce qu'on a pu observer. Dès le premier jour, le lendemain du coup d'État, on avait le sentiment qu'on ne voulait pas qu'il y ait réellement un procès qui soit totalement équitable, avec toutes les règles de droit non bafouées. Et donc le résultat auquel on assiste là n'est que la conséquence de tous les petits errements ou de toutes les erreurs qui ont été commises à l'échelle en amont. Donc à partir de là, il faut analyser ce marasme, voir quelles sont les motivations des uns et des autres pour qu'on se retrouve dans cette situation, et déplorer le fait que l'édification de ce pays, de cet état de droit qu'on appelait tous de nos voeux, surtout après 5 à 6 décennies de la dynastie Bongo et une période de transition qui était normalement censée remettre le train Gabon sur de bons rails, aujourd'hui, une semaine, voire 2 semaines seulement après l'investiture du général Oligui, on s'interroge. Et tous ceux qui ont voulu croire à ce que proposait le général Oligui s'interrogent d'autant plus. Après, désolé peut-être si on ne partage pas le même point de vue, mais c'est assez triste pour moi. Parce que là, même quand on parle de sanctions, avec tout ce que tu as dit, c'était des choses qui n'étaient pas, on va dire quoi, qui n'ont pas été appliquées. Je veux dire ça comme ça. Parce que c'est, on va dire quoi, même les personnes qui devaient être jugées aujourd'hui, il y a certains qui ont été jugés comme non pas d'autres. Ça, tout le monde le sait. On sait qu'il y a forcément un parti pris. Tout le monde n'ignore pas. Avec ces cas de jugement. Bon. Et même là, on ne voit pas les vrais, c'est-à-dire les vrais acteurs n'ont pas été jugés. Parce qu'il y a des gens qui ont participé au film, mais il y a des acteurs même. Je pense qu'on est tous d'accord qu'ils n'ont pas été jugés comme il se doit. Bah, il faut que donc, eux tous, ils n'ont qu'à aller en Angola alors. Si c'est la solution. Après, c'est un choix que le général Oligui a fait dès le départ, de ne pas provoquer de chasse aux sorcières. Il a voulu faire reposer une grosse partie des responsabilités sur la famille nucléaire d'Ali Bongo. Pour moi, ça, c'est une erreur, parce qu'un système ne repose pas uniquement sur 3 personnes, et on ne peut pas juste dire on va rendre une partie de la justice et pas toute la justice. Encore que tout le monde ne serait pas là en prison, mais au moins ça aurait permis de situer les responsabilités, et même si on ne pouvait pas revenir sur tout et juger tout le monde et tout le temps, au moins les événements les plus symboliques ou les personnes qui ont été les plus emblématiques dans la forfaiture qu'a pu connaître les 2 mandats d'Ali Bongo, pour moi, ça aurait déjà eu plus de sens. Par exemple, l'ancien président de la Cour constitutionnelle aurait dû être questionné. Et bref, il y avait plein de gens qu'on aurait pu interroger, et pas juste avoir à dire, bon, c'est eux 3 les vilains petits canards, et puis tous les autres qui étaient avec eux, venez avec moi, et les choses changeront. Donc c'est une logique qui est un peu particulière. On va faire tourner un peu la parole. Terry, bonsoir. Bonsoir, gars, comment tu vas? Très bien, et toi? T'écoutons? Ah, écoute, on s'accroche, on s'accroche. Vraiment, tu sais, bon, je sais pas trop quoi ajouter par rapport à l'analyse que tu as faite parce qu'elle est très pertinente. Moi, ce que je retiens, c'est que je vais rester très, très objectif. On, on est un peu dans une sorte de flou artistique. Flou artistique parce que, si tu veux, il y a une confusion entre les déclarations d'intention qu'il y a eu avant la présidentielle et ce que l'on constate après. Parce que notre président a donné l'impression de vouloir aller au fond des choses et indépendamment même des personnes qui sont inculpées, ce qui gêne en fait, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec un flou. On ne sait pas qui a fait quoi. On constate simplement que certaines personnes sont extirpées, ce qui donne un sentiment profond d'injustice. Et ce sentiment profond d'injustice, tu vois, comment dire, sans totale contradiction avec la promesse qui a été faite par le général président de redonner la dignité à son peuple. Enfin, moi, je juge les intentions qui ont été données dès le départ et les promesses qui ont été faites. Parce que moi, dès le départ, je sais très bien que on peut pas faire la lumière sur tout, on en a déjà parlé, etc. Mais les intentions qui ont été données, les promesses qui ont été faites, il y a un gros décalage par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, excuse-moi,
Vraiment, c'est un flou artistique. Pourquoi ils ont été libérés? Pourquoi ils ont été détenus pendant 18 mois? Il y a un certain nombre d'éléments, des dossiers qui ont été publiés sur la place publique, sur RFI, sur des plateformes internationales. Comme quoi, en fait, il devait y avoir un procès qui devait aller au fond des choses, ne concernant que ces personnes-là. Aujourd'hui, on en est où? Moi, personnellement, j'avais pas forcément une aversion contre ces personnes-là. Mais simplement, en termes de symbole, s'il faut juste se mettre dans la configuration du général, en termes de symbole, c'est un échec, en fait. Je pense Et quelle que... communication il y a autour? Tu vois un peu, Hmm. vraiment, je vais pas trop monopoliser la parole, c'était juste par rapport à ça que je voulais intervenir. C'est vraiment gênant parce que on se retrouve vraiment aujourd'hui dans une sorte de flou artistique. Et alors que au stade où on en est aujourd'hui, moi j'ai acté que le président a été élu, d'accord? Donc essayons de se concentrer sur l'essentiel et d'avancer. Mais là, ça brouille déjà le début de son mandat. Et quelle légitimité il aura demain à dire qu'il rend la justice ou que c'est un régime qui est juste? Et je m'arrête là. Donc Mais c'est lorsque vraiment je cette fais histoire-là. un throwback, on se rend compte en fait que le verre était dans le fruit quasiment dès le lendemain du coup d'État. Je sais pas si vous vous rappelez d'une séquence, enfin c'était surtout un audio qui avait fuité du général Oligui qui s'adressait aux troupes de la GR et qui disait que Noureddin Bongo l'avait humilié à plusieurs reprises, même devant ses hommes, que lorsqu'il voulait voir le président de la République, on lui disait que papa n'était pas là, etc. Et les images qu'il y a pu y avoir de Noureddin Bongo Valentin et Yuan Goulou dans la cour de la Direction générale des services spéciaux devant des mallettes, tous ces éléments donnaient le sentiment que l'œuvre de justice qu'on appelait de nos voeux, donc le respect des règles, là déjà dès le départ, on pouvait C'était questionner vicié. vraiment ces perquisitions, la manière dont les choses ont C'était été vicié, je suis agencées, d'accord. clairement. C'était vicieux, je Et suis d'accord, ensuite, mais tu es d'accord avec moi qu'il avait la possibilité de rectifier le tir. là où j'allais en venir encore, c'est que pourquoi rectifier le tir quand le personnage vous avoue lui-même qu'il est quelqu'un de très cynique? Je vous renvoie à sa lecture favorite, mais qu'au-delà de ça, il Machiavel. préférait être rusé qu'intelligent. Et ça, c'est le Exactement. comportement de quelqu'un de, de fuyant un peu, qui ne vous dit pas les choses clairement. Je vais peut-être même venir soutenir le contraire, pour in fine me retrouver à des milieux de là, et je vous aurais embrouillé. Et si c'est Bien mon mode sûr. de fonctionnement, on ne critique pas ou on ne juge pas. On ne fait que Bien décrire sûr. le mode de fonctionnement qui doit être celui du général Oligui. Et à la tête d'un État, ça fait forcément le sentiment d'être floué. Et donc, le lien de confiance qui avait pu être noué, tissé, 10 jours après l'investiture, beaucoup se demandent est-ce que ce n'est pas la première grosse bévue qui vient d'être faite? D'autant plus qu'on peut comprendre qu'il y avait du lobbying très important et qu'il n'était pas possible, par exemple, de les faire les comparaître devant un tribunal, quand bien même le Gabon est un pays souverain. Il y Mhm. avait plein de moyens de pouvoir apporter des garanties aux pays qui demandaient, par exemple, la libération de la famille Bongo, leur faire comprendre que on a besoin d'œuvres de justice. Je ne peux pas, moi, aller entraver mon système judiciaire pour vous faire plaisir, c'est pas possible. Par Mhm. contre, je peux vous garantir que toutes les règles seront respectées. Ils auront Bien droit à sûr. leur défense, leur condition de détention sera plus que correcte, et je ne suis pas là pour avoir à me venger sur eux. Mettez-vous à ma Bien place, sûr. vous êtes vous-même aussi président chez vous, vous avez des comptes à rendre, des contingences, etc. Donc, il y avait un chemin pour pouvoir justement faire en sorte que ce spectacle auquel on a assisté là ne puisse pas avoir lieu. Parce que ça donne réellement Mais le sentiment que le Gabon est un pays faible, qui a à sa tête des autorités qui sont faibles. Parce que je suis désolé, ça me fait je suis penser, d'accord je avec... finis juste, Mhm. ça me fait Excuse-moi, oui. penser à Hillary Clinton, Bien qui sûr. prend son avion en tant que secrétaire d'État américaine, qui va dans le Golfe, qui demande mes citoyens sont où, monter dans l'avion, s'en va, parce que à cause de la kafala, pas mal d'Américains étaient retenus un peu en otage
au Qatar, au Bahreïn et en Arabie Saoudite, mais on ne fait ça que auprès de pays vassaux. Donc on ne dit pas que c'est ce que l'Angola a fait. L'Angola a Bien sûr. négocié, mais en amont, les autorités gabonaises n'ont pas jugé utile d'avoir à tenir informés ses citoyens et tout simplement être transparent. Bien sûr. Non, enfin, je vais pas, parce qu'il faut que la parole tourne, je vais vraiment, je vais conclure sur ma part. En fait, ce qui est décevant, tu vois, c'est que euh, aujourd'hui, je le juge comme un homme d'État, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a été élu, qu'on le veuille ou pas, il a obtenu le suffrage des Gabonais, je pense que c'est incontestable. Et c'est dommage parce que euh, il aurait même pu prendre le parti de dire que, bon, de toute façon, c'est des exemples qu'on a déjà eu à constater dans un certain nombre de pays. Euh, Au nom de la paix ou au nom du vivre ensemble, d'accord, même si ça peut paraître injuste, il leur accorde cette pseudo-liberté, quitte à ce que lui décide de reconstruire sur les braises ou les cendres de ce qu'ils ont laissé, tu vois un peu. Mais là, tel que c'est fait, ça remet vraiment en question, comme tu l'as présenté si bien, sa parole et sa crédibilité en tant que chef d'État. Et en début de mandat, c'est vraiment problématique. Et vraiment, je m'arrête là, je laisse la parole aux autres. Vraiment, merci. Surtout que vu la période de grâce qu'il était en train de vivre, Oligui marche sur l'eau. Donc s'il était venu dire aux uns et aux autres que ah, félicitez-moi, j'ai récupéré 20 milliards. Ils ont payé là 20 milliards qu'il restait. Vous savez comment les gars là sont des paniers percés, là c'est pas grand chose. Mais j'ai pu assurer pour l'État gabonais 20 milliards. Et par contre, toutes les pressions internationales que je subis et le fait que je veux vraiment normaliser la place du Gabon dans les instances régionales et sous-régionales, je vais devoir céder, ils vont devoir partir. Ne vous en faites pas, comprenez-moi, c'est un mal pour un bien, on va pouvoir se structurer en tant que pays. Et puis de toute façon, si on avait ouvert ce procès, il y aurait peut-être eu des problèmes de cohésion nationale, des déchirements, il y aurait eu plein de gens qui allaient être mouillés. Bon, on n'a pas peut-être besoin de ça tout de suite. Donc l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Faites-moi confiance, on y va. Mais ils ne le Bien font sûr. pas, ils ne disent rien, pas de communication. C'est Pourtant, ça il le y a je sais souci. pas combien de porte-parole, je sais pas combien de conseillers en com. Le C'est ça le procureur souci. général a pris la parole en milieu de journée, mais la présidence, le gouvernement, pas de son, pas d'image. Mais le pire, c'est que ça aurait pu être même dit en amont. C'est ça le pire. Moi, c'est ça qui me dépasse. C'est que Même pendant la campagne c'est présidentielle, par exemple. c'est les choses, oui, c'est les choses qui ont été négociées. On est d'accord, c'est pas quelque chose qui s'est négocié là dans les 2, 3 jours, derniers jours. C'est quelque chose qui est négocié en amont. Donc, il y a la possibilité de préparer, en fait, et de limite même de mener une petite campagne de communication qui prépare le peuple à ça. Mais là, c'est fait comme si c'était un non-événement, alors que c'est des conséquences qui peuvent être vraiment gravissimes pour la suite du mandat. Je suis pas dans une optique où je veux juste critiquer pour critiquer. Je suis dans une optique où on a fait ce choix-là, le peuple a fait ce choix-là, donc on veut que ça marche, tu vois. Donc quand on fait un certain nombre de critiques, c'est pour que ça puisse avancer, c'est pas juste la critique pour la critique. Moi, je suis pas catastrophiste et c'est pour ça que je pense pas que vraiment ce soit un acte qui sera gravissime pour le pays. Il va falloir que sur ces questions-là, il puisse y avoir un peu plus de conséquences. Et surtout, c'est pas tout d'avoir à dire on veut restaurer les institutions, on veut faire un Gabon plus fort, mais ça passe aussi par ce genre de méthodes, ce genre de décisions qui sont prises. Il va falloir qu'il y ait vraiment beaucoup plus de transparence parce que ce dont on parle là, par exemple, et l'ordre de grandeur est très important, et non seulement en termes matériels, mais comme en termes de symboles. Donc ça doit être vraiment manié avec parcimonie. Mbaing, je te voyais dans les commentaires, tu voulais intervenir? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais déjà que l'on se rappelle de ce qu'avait dit le président de la transition à l'époque, dans son passage à OIM. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il dit souvent les choses. Les gens n'écoutent pas. Il a dit que Bertrand Zibi, qu'il était allé visiter pour comment il avait utilisé un terme que je n'ai plus en tête. C'était pour le chahuter, hein, en prison, le chahuter en prison. Lui avait dit que tu es mon frère, ton père est du Wellington, pourquoi tu ne prends pas le pouvoir, on va te soutenir, on va t'accompagner. La réalité, c'est que, quel qu'aurait été le résultat, le général de l'époque avait prévu de faire un coup d'État. Quel qu'aurait été le résultat? D'ailleurs, il y a des éléments qui permettent d'accréditer cette thèse.
vu que tout de suite, après l'incarcération des quelques individus, Jesse Ella Ikoga a bénéficié d'une mise en liberté provisoire, comme par hasard. Alors que les faits de la soirée du coup d'État nous rappelaient qu'il était au niveau du siège de la commission La cité de la électorale. démocratie. La cité de la démocratie, justement pour coordonner les choses. C'était pas son rôle, il n'avait rien à faire là. Mieux, quand on voit le sort qui a été réservé à ceux qui ont donné les résultats, que ce soit Michel Stéphane Bonda ou la dame représentante de l'opposition, qui est maintenant directrice générale de la CNSS, la CNAMGS, pardon, de la CNSS, je sais plus, l'une des deux institutions, CNAMGS, on voit en réalité que le président de la transition, en ce moment-là, avait tout intérêt à ce que ces résultats-là soient donnés. J'ai du mal à te suivre par rapport à la libération. Non, par rapport à la potentialité d'un coup d'État. J'y arrive. La libération aujourd'hui s'explique par le simple fait que le procès, un procès avec comparution de Madame Sylvia Bongo Ondimba ne pouvait pas avoir lieu au Gabon. Ne pouvait pas avoir lieu au Gabon. Et si elle était arrivée devant les juridictions, n'est-ce pas, publiquement, moi j'ai écouté des individus en privé qui m'ont dit que lorsqu'elle a été interrogée, ce qu'elle disait faisait en sorte que tout le monde était choqué. Même Brice Clotaire Oligingema n'aurait pas survécu à la charge de Sylvia Bongo Ondimba. Mais le procureur l'a dit, vous l'avez écouté, le procès aura lieu. Donc on aura un procès par contumace organisé. Ils ont mis en place en fait des éléments pour qu'elle ne soit pas présente au procès, pour que personne ne puisse les contredire. On n'avait pas besoin de ça. Et moi j'accuse, depuis ce matin, je fais le tour des panels pour accuser les Gabonais. Nous tous, que ce soit les 3,11% auxquels j'appartiens ou les 94%, personne n'a été républicain dans ce pays. Personne n'a estimé que la défense des droits de l'homme, mais la défense aussi de la dignité d'une dame de 62 ans qui a été première dame du Gabon pendant 14 ans, que sa dignité devait être préservée et qu'on ne pouvait pas la détenir dans de telles conditions de négation des droits de l'homme. Vraiment, c'était extrêmement brutal. C'est une dame qui devait être en résidence surveillée. Monsieur, mais excusez-moi de vous couper, mais moi j'ai l'impression que ce que vous dites, j'ai l'impression que... Est-ce que vous réalisez un peu ce que vous dites un peu? Parfaitement. Par rapport à cette première dame. Oui, bien sûr. Déjà, j'ai l'impression que... Non. On ne va pas s'interrompre, et une fois qu'il a terminé, si tu as bien sûr que je réalise. Justement, on va te demander d'aller à l'essentiel, et puis Alors là, je vais aller au bout. C'est des propos que j'assume. Si nous avions réclamé des conditions de détention dignes pour notre ex-première dame, qui devait passer en jugement, un procès libre et équitable, il n'aurait pas usé du motif de raison de santé pour justifier une liberté provisoire qui finalement donne lieu à un voyage pour l'exil. Donc vous voyez vous-même, nous avons contribué à faire en sorte que même sous main de justice, la santé de Madame Sylvia Bongo Ondimba se dégrade à tel point qu'il soit nécessaire qu'elle soit évacuée ou que le gouvernement prenne ça comme prétexte pour en faire, pour l'éloigner de la justice, de telle sorte qu'elle ne puisse pas parler. Là où je te rejoins, c'est que si effectivement sa santé a périclité, c'est à cause des conditions de détention. Mais là où je te rejoins moins, c'est que quand bien même elle a été ancienne première dame de la République gabonaise, bien que ce statut n'existe pas dans la Constitution, elle n'est pas un citoyen au-dessus des lois. Si elle devait aller en prison, qu'elle y aille comme les autres Gabonais qui y sont. On aurait pu par exemple demander un aménagement de ces conditions de détention. Les fonctionnaires, par exemple, ont droit à un quartier des fonctionnaires. Madame Bongo, vu ses fonctions précédentes ou le fait qu'elle ait été l'épouse de l'ancien chef de l'État, elle aurait peut-être pu avoir une cellule à elle toute seule, propre, avec le minimum d'éléments pour vivre correctement. Mais elle ne voit pas pourquoi est-ce qu'elle aurait dû avoir un passe-droit. Après, je ne suis pas certain qu'il y ait une crainte qu'il y ait justice. Là, à l'étranger, ils pourront donner des interviews à qui ils veulent, écrire des livres, faire des films. S'ils veulent réellement pourrir
le régime gabonais à l'étranger, ils sont beaucoup plus dangereux que s'il y avait eu un procès. Potentiellement plus que le procès aurait pu être, par exemple, à huis clos, et on aurait Normalement, bien sûr. ce qui serait passé. Donc, à partir de là, je suis pas trop d'accord. Est-ce que vous avez écouté l'intervention de Jalil Bongo Ondimba ou pas? Oui, à la presse écrite qu'il a donnée. Voilà, vous avez bien lu, vous avez vu, Oui. qui dénonçait en fait une fabrication de preuves, etc. Plein d'éléments qu'il a soulevés. Vous avez également écouté les avocats des concernés qui ont dénoncé un certain nombre de dérives. Mais ça, c'est le jeu de la justice. Chacun accuse l'autre et apporte c'est vrai. mais en avant. Mais c'est bien normal que chacun se pointe du doigt. C'est évident que chacun se pointe du doigt. Parce que les faits sont là. Certes, les faits sont les là. Gabonais n'ont pas, n'est-ce pas, n'ont pas veillé à ce que toutes les conditions soient réunies pour qu'on ait la vérité. Donc, ça n'intéresse personne en réalité. Tout ce qu'on veut, c'est que quelqu'un soit puni. Monsieur Bélier, excusez-moi peut-être. C'est ce qui explique excusez-moi, je termine par là. C'est ce qui explique que Brian, plutôt que de s'en prendre au président Oligui Nguema, qui a manqué de courage et qui a fait preuve d'une lâcheté exceptionnelle en cachant l'affaire, en agissant la nuit, il s'en prend à Ali Bongo, qui n'est plus maître de rien. Ali Bongo était à la merci. Hein? Moi, je ne m'en prends pas. Moi, je ne peux pas m'en prendre à quelqu'un. De s'en prendre à Ali Bongo que de s'en prendre à Oligui Nguema. Non, je ne peux pas me prendre à quelqu'un qui n'a plus ses facultés. Ça, c'est ses facultés, que ce soit mentales ou, je sais pas, je ne peux pas m'en prendre à lui. Moi, je m'en prends au président chef de l'État qui nous garde. C'est ça. Moi, je dis, même si je suis pas au pays, mais c'est juste pour dire qu'il y a des choses comme ce que vous venez de dire par rapport à la première dame. Mais franchement, moi, je vais vous dire ce que je pense. Le raisonnement pour moi sur cette dame-là, c'est vraiment un peu triste parce que quand on pense que pendant combien de temps elle a géré le pays, que tout le monde sait, parce que c'est des choses qu'on voulait cacher sous couvert. Non, elle n'a jamais géré le pays, monsieur. Attendez d'abord, vous ne pouvez pas soutenir qu'elle a géré le pays. Ça n'a pas de sens. Non, quand je parle de gérer, c'est-à-dire que l'homme qui était en fonction, qui était son mari, était gravement malade. Et tout le monde le savait. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'elle-même, elle avait des fonctions. Puisque vous-même, vous avez dit qu'elle connaissait certaines secrets. L'épouse du chef de l'État a accès à des informations, mais elle n'avait aucune fonction. Mais ça, c'est ce que toi, tu dis. Mais ce que toi, tu dis aussi, tu ne peux pas le justifier. Comment est-ce que Sylvia Bongo gérer le pays? Ça, c'est une fumisterie qui ne repose sur rien. Non. Elle n'avait pas de position officielle dans l'organigramme de l'État. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'elle aurait pu être responsable. Et c'est pour ça qu'il aurait été nécessaire qu'il y ait réellement un procès qui soit équitable pour que le général Oligui qui dit qu'il sait que c'était des cachets, des machins, des ceci, des cela, on puisse éclaircir tout cela. Parce que, première dame, tu n'es pas ordonnateur de fonds dans l'administration. Tu peux mais attends, à un moment donné, il faut être réaliste il faut être réaliste. Je n'affirme peut-être pas mes propos, mais il faut être réaliste pour dire qu'il y a des choses. Si aujourd'hui on la pointe du doigt, si aujourd'hui elle a eu des charges qui sont retournées contre elle, c'est qu'elle a eu à jouer un rôle, non? Ou bien c'est pas normal? Non, c'est pas établi. Bien sûr. Mais voilà. Après, je ne dis pas peut-être. Non, mais c'est ça. Je dis c'est pas. Mais si elle a des charges qui sont pesées contre elle, c'est qu'elle a eu un rôle à jouer, peut-être pas à 100%. On est d'accord? Non, elle est présumée innocente juste après du contraire. Elle est présumée innocente d'abord, mais c'est bien normal qu'elle soit présumée innocente. C'est pas possible. Tu dis? C'est pas probable, par exemple, qu'on vous crée de nombreux griefs juste pour vous nuire. C'est pas possible. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Non, en fait, c'est que... Restons dans le factuel, parce que à dire des choses qu'on entend ou dont on est persuadé, ça ne va pas nous permettre d'avancer, parce que c'est discutable. Il n'y a rien, il n'y a pas de base qui soit légale. De toutes les façons, je le suis. Le procureur de la République a conclu sa déclaration en disant que dans un état de droit, la détention c'est l'exception et la liberté c'est en fait la norme. Donc en réalité, même si il y avait des choses qu'on lui reprochait, moi je suis toujours très factuel en me disant, vous prenez une dame de 62 ans qui habite dans un palais. Moi je suis passé à la Sablière plusieurs fois devant la résidence du président Ali Bongo. À un moment donné, il faut être réaliste. Surgardé.
il faut être Gardée en réaliste, résidence c'est vrai, il faut surveillée, vraiment être réaliste. elle n'aurait rien risqué, elle n'aurait pas pu corrompre les témoins, elle n'aurait pas pu continuer les infractions pour lesquelles elle avait été, les charges avaient été retenues contre elle. Elle ne pouvait pas représenter un danger particulier pour la sécurité publique. Il n'y avait aucune raison de la maintenir en détention dans des conditions absolument inhumaines. Il Et fallait donc tu es sûr effectivement qu'il n'y avait aménager aucune sa raison? peine. Tu es sûr et certain? Enfin, mais bien sûr, Tu es monsieur, sûr on qu'il n'y n'est avait pas aucune preuve? condamné. Tu es Quand on sûr n'est et pas certain? condamné, on n'est pas forcément en prison. On va pas Non, mais je ne forcément en refuse pas, prison. mais je On ne dis, va en est-ce que pour prison ce que que... si Je dis, est-ce une que tu es sûr et impérieuse certain qu'il n'y avait nécessité. aucune preuve? Vous dites? Je dis, est-ce que tu es sûr et certain qu'il n'y avait aucune preuve? Mais on Mais n'a vous, pas vous pendant connaissez les éléments du l'instruction. dossier, vous? Donc on ne peut pas dire ce Non, qui mais je avait te des pose une dents ou question, pas. vu que c'est toi qui abordes. Je te Non, pose une vous question. connaissez les éléments du dossier. Pour moi, elle est présumée innocente. Vu que je n'ai aucun élément, j'estime que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, Madame Sylvia Bongo Ondimba est innocente des faits qui lui sont reprochés. Vous pouvez soutenir le contraire, vous? Ou bien Et vous combien vous même, appuyez sur le fait com- que le président et de la combien République même, a violé le secret de l'instruction en allant sur une chaîne de télévision ou de radio française révéler des éléments de l'instruction. Vous vous et basez sur combien ça? bien, et combien même, Brian, je reprends encore la déclaration du procureur général qui disait que les faits qui sont reprochés à Sylvia Bongo étaient recel de blanchiment de capitaux. Donc c'était même pas détournement de fonds ou usurpation de signature, c'est ce qu'on reproche à Noureddine Bongo Valentin et à ses amis. Donc c'est même pas ce qu'on reproche à Sylvia Bongo. C'est pour ça que je te disais, il n'y a rien de factuel qui peut venir là nous permettre de soutenir Urbi et Orbi, qu'elle a gouverné le pays Bon, et moi, que bon, c'est elle qui était je peux te poser une celle qui question. tirait les Moi, je vais ficelles. te poser, je ne te coupe pas, désolé, je veux juste te poser une question. Voilà, Noureddine qui n'est plus au Gabon aujourd'hui, il est en Angola. Donc, moi, quoi, donc il est présumé innocent également. Ben oui, tant que tu n'es pas reconnu coupable, tu es présumé innocent. C'est un principe juridique Non, mais est-ce que pour élémentaire. toi, je dis, est-ce que pour toi, avec tout Il n'y a pas de ce que pour tu moi. sais, Il n'y a pas de pour moi. C'est un non, principe mais juridique attends, moi, élémentaire. on n'est pas Quand dans un un dessin tribunal... d'écriture, il faut être réaliste. Mais Mais monsieur, vous, ce c'est que pas vous la savez, c'est réalité. qu'il y a au Congo ça du quartier. Il n'y a aucun élément probant. Tu Vous parles, n'avez tu aucune parles. preuve. Pour que quelqu'un Attends, mais soit toi, tu coupable, es il faut sérieux qu'il ou bien soit quand tu parles, reconnu tu es sérieux coupable. ou bien tu es en train de blaguer? Toi, BM. Brian, Non, je suis Brian, parfaitement sérieux. s'il vous plaît, soyons rigoureux ici, les amis, et puis on s'écoute parler. C'est un principe juridique élémentaire. Tu es coupable lorsque tu es reconnu coupable par un tribunal de justice, une cour. Et là, pour le cas, on n'est pas allé jusqu'à un procès. Donc oui, ils sont reconnus innocents jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la manière dont cette affaire a été instruite et comment elle est en train de tourner montre justement que dès le départ, on n'a pas mis l'accent aux bons endroits, on n'a pas fait attention à préserver le maximum de transparence, d'équité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où vous avez de nombreuses personnes qui sont mécontentes et qui sont persuadées de la culpabilité des uns et des autres. Et ça finira comme cela dans un grand flou et on ne sera jamais Ah, mais fixé dans un sur grand ce flou, qui s'est produit. dans un grand flou, la majeure partie des Gabonais connaissent la réalité ainsi que moi. Donc après, voilà, on va pas C'est s'attarder sur ça. En variable. tout cas, personnellement, c'est tout. Bail 3089, on te laisse prendre la parole. Des gens qui ont commis des actions, bon, c'est selon ce qu'on nous avait lu, au le jour du coup d'État, toutes les charges qu'on avait contre ces personnes-là, du jour au lendemain, ils sont maintenant libres. Il faut savoir ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que les accords, au fait? Parce qu'on peut pas libérer tous ces personnes-là comme ça, et puis ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je déplore juste la mauvaise communication de notre pays, surtout ceux qui sont à la mauvaise communication du côté de la présidence de la République. Comment ça se fait que c'est la présidence de l'Angola qui informe? Oui. Donc c'est un peu ça. Après, vous savez, pour moi, le péché originel, vraiment, ça a été le fait que le général Oulgui ait très tôt donné le sentiment qu'il voulait se venger de l'ancienne famille présidentielle pour des considérations qu'il avait lui-même édictées
Et c'est pour ça que cette situation aujourd'hui est ce marasme. Et il faudrait apprendre de ces situations pour qu'à l'avenir, on n'ait plus à le reproduire. Voilà déjà 5 à 6 décennies de retard où on a joué un peu avec les règles, on les a gommées, on ne les a pas respectées. Rappelez-vous par exemple de Marie-Madeleine Boronso au moment de l'accident vasculaire cérébral d'Ali Bongo, qui se substitue au législateur et qui rajoute un alinéa dans la Constitution pour parler de vacances du pouvoir provisoire, ou je ne sais pas quel principe elle avait inventé. Mais si on continue à toujours avoir Disponibilité temporaire. instrumentalisé, c'est Indisponibilité ça. temporaire. Tant qu'on continuera toujours à jouer avec les règles et à instrumentaliser un peu le corpus législatif qui est censé normalement nous régir, nous tous, il y aura toujours des situations comme celle-là qui sont un peu ubuesques, parce que honnêtement, au niveau continental, à l'heure où le monde en plus est un grand village, on va laisser la parole à Johnny. Même Kili Ono. Voilà. Donc on t'écoute, Johnny. Ok. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je viens comme tout le Gabonais donner ma position par rapport à cette situation. C'est pour dire franchement la consternation qui est la mienne, hein, parce que personnellement, j'ai battu campagne, j'ai demandé à voter pour le candidat puis devenu président, et je suis vraiment assez offusqué du fait que d'abord au niveau de la communication présidentielle et gouvernementale, les choses se soient passées de manière aussi catastrophique, parce qu'il faut le dire, il faut utiliser les termes qu'il faut, hein. C'était une véritable catastrophe en termes de communication que d'être informé à l'heure là où le gouvernement nous a vendu une transparence dans la gestion du pays, que nous soyons informés d'une communication aussi importante par le canal de la présidence angolaise. C'est vraiment pour moi une vraie bourde en fait. Et pour ça, il faudrait interroger les conseillers en communication des différentes institutions du pays, notamment la présidence de la République et le gouvernement, qui, à mon sens, sont dans une communication de réaction plutôt que d'une communication préventive, qui consiste à informer l'opinion, déjà peut-être pour d'une certaine manière le préparer à une griffe la bombe qu'on a tous reçue ce matin par la voix de la présidence angolaise. En fait, moi je trouve vraiment ça dommage, et ça n'augure rien de bon, hein, à mon sens, parce que s'il faudrait que nous allions toujours dans cette même logique qui consiste toujours à être dans une forme d'omerta quand il s'agit d'avoir des informations concernant notre pays et qu'on ne puisse pas avoir par des voies officielles, c'est ce qui alimente le Congo, ça, c'est ce qui fait en sorte que nous serons toujours là en train de douter, même quand l'information est avérée, on est toujours en train de la remettre en cause parce que on ne sait jamais s'ils disent véritablement si vraiment la vérité est dite, ou encore si ce n'est qu'une entourloupe. Franchement, on est fatigué en fait. Ce sont les mêmes choses qu'il y avait pendant la 4e République. Ce sont ces choses qu'on demande de changer sous la 5e République. Le service après-vente, comment il est organisé de la communication, c'est encore pire. Le procureur de la République vient nous faire une communication qui, à mon sens, n'est vraiment pas... franchement, je me dis... ouais, pour des raisons de santé, mais il y a des hôpitaux au Gabon. Est-ce que l'Angola, c'est le seul pays d'Afrique qui regorge des meilleurs médecins au monde pour faire en sorte qu'on puisse c'est la première envoyer étape, Monsieur Ali Bongo, Madame et leur fils chantement tombent malades en même temps? Luanda en Angola, c'est Pour moi, c'est la première étape. Après, ils vont partir. Parce que Noureddine a déjà pris l'avion ce matin pour Heathrow, donc pour Londres. Ali Bongo et sa femme devraient partir de Luanda dans quelques jours. La destination est pour le moment tenue secrète, mais ce sera très certainement soit Rabat au Maroc, soit Londres. Ce sera l'un ou l'autre. C'est fatigant qu'on en soit toujours là, parce que on nous a vendu ce truc-là, et aujourd'hui on voit des situations qui, à mon sens, sont tellement paradoxales qu'on se pose la question de savoir si on continuera toujours dans ce sens en fait. Et moi, je me contente simplement, et je termine par là en disant qu'on demande aussi la libération de Kili Ondo et ses compagnons d'armes en fait. Rien ne justifie plus qu'un certain nombre de personnes demeurent en prison quand on est en train de faire des magouilles judiciaires pour libérer ceux qui ont fait tant de mal au pays. L'Aigle, on t'écoute. Ok, bonsoir à tout le panel. WD, je te remercie vraiment de me donner la parole. Je te suis régulièrement et avec une attention particulière de comment tu décryptes l'actualité.
Merci beaucoup hein, pour la force. Et dès que je t'ai vu, sur le live, j'ai automatiquement voulu intervenir. Alors moi, mon intervention est axée sur le fait que déjà ce matin, j'étais avec un frère là, que je vois là sur le panel. Mon intervention est axée sur le fait de manifester une véritable inquiétude, parce que naturellement, les Gabonais, nous sommes désemparés. Nous sommes dans une véritable confusion, d'accord, de ce que il y a une information qui nous est parvenue venant de la présidence de l'Angola disant que le président de la République aurait été évacué, parce que là, comme je disais, on est confus. Est-ce qu'il s'agit d'une évacuation, d'une extradition? On ne sait pas. Est-ce que c'est une exil? Vraiment, on ne sait pas quelle forme on peut mettre à ce truc-là, parce que rien de clair n'est véritablement dit à ce sujet. Ça, c'est primo. Secondo, on a le procureur général de la République qui a fait une communication à la télé, qui venait citer les chefs d'accusation portés à l'endroit de Sylvia et autres là. Cependant, il y a des choses qui ont été dites, quoique je ne sois pas juriste, mais quand même, la culture générale que j'aime me confère quand même le droit d'avoir une critique sur un certain nombre de choses. Lorsqu'on parle de détournement des deniers publics, j'ai envie de me poser la question, Sylvia avait-elle une fonction officielle? Je ne pense pas. Sylvia était-elle ordonnateur de crédit? Je ne pense pas non plus. Dès qu'on parle de falsification de la signature du chef, on doit comprendre qu'il y a donc tout un réseau qu'il va falloir démanteler, parce que s'il y a eu fausse signature, donc des faux décrets, il y a des gens qui ont effectivement fait l'objet de ces faux décrets, là, ces fausses nominations. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? C'est autant de choses. Ça veut dire que la communication n'est pas claire. Et ce matin, nous étions sur un panel qu'a initié un frère. Et effectivement, moi, j'ai tapé sur les médias. Les médias qui sont le quatrième pouvoir. J'ai souvenance que le président Oligui, pour ne pas le citer, sous la transition, avait convoqué les organes de presse, aussi bien la presse publique que la presse privée. Il leur avait clairement demandé de faire le job, critiquer. D'accord? Critiquer. Là, cela nous permettra d'avoir des orientations, de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Or, on a l'impression d'être soumis à une presse qui ne passe son temps qu'à faire des louanges, d'accord, à déifier un homme, d'accord. Et ce qui nous dérange de plus en plus, c'est que c'est souvent la presse publique qui est payée aux frais du contribuable gabonais. D'accord. Et je le dis à qui veut l'entendre, on est Gabonais, du verbe naître, en droit et en devoir. Donc en tant que Gabonais, nous avons des droits. Quand quelque chose ne va pas, on doit pouvoir dire que ça ne va pas. Ça ne fait pas de nous des partisans ou des gens contre Oligui ou quoi que ce soit. C'est pas de ça dont il s'agit. De comment les choses se font. On a comme l'impression que de nos jours, dans notre pays, dire la vérité est un délit. D'accord? Or ici, les questions de dire la vérité, qu'en est-il véritablement? Parce que les Gabonais se posent des questions. Vous parlez de 94 ou 95% de suffrages accordés au président, d'accord, mais ces personnes l'ont cru en lui. Et c'est tout à fait légitime qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment la République fonctionne. D'accord? On a besoin de comprendre comment la République fonctionne. D'accord? Les clercs, je t'apporte en même temps que je parle. D'accord? On a besoin de comprendre comment la République fonctionne, parce que on assiste à 2 poids 2 mesures, des choses qui sont faites, certaines personnes qui ne sont pas traduites en justice. Ali qui, lui, comme je disais, soit il est extradé, soit il est évacué, on ne sait plus à quel sens se voit. Enfin, pas lui, je parle de Sylvia et de son fils. Soit ils sont extradés, soit ils sont évacués. Vraiment, on ne sait plus ce qu'il en est exactement. Le procureur qui vient se prononcer, qui ne lui dit rien de concret, de ce qu'on veut entendre. Aucune communication véritable n'est faite. Ça fait qu'à un moment donné, cela perturbe notre quiétude. On a besoin de comprendre dans quoi nous sommes. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes Gabonais en droit et en devoir. Ce pays est le nôtre. Et quand les choses ne vont pas, il faut qu'on les dénonce. Est-ce que les gens semblent obligés, pardon, c'est que le président de la République a un patron. Le patron du président de la République, c'est le peuple. C'est le peuple. Le dire ici, on ne fait pas insulte, ou bien c'est pas une forme de, je sais pas moi, comment les gens veulent bien l'habiller, mais c'est le peuple. Le peuple a besoin, le peuple souverain a besoin d'avoir des éléments d'éclaircissement. Parce qu'aussi longtemps qu'on sera soumis à des zones d'ombre, cela laisse libre cours à des spéculations. Or, la spéculation, on ne sait pas qui la gobe. Vraiment, je te remercie pour ce panel. Vivement qu'on a des intervenants qui vont peut-être nous éclairer, parce que je te jure que de façon officielle, rien n'est dit pour nous éclaircir la lanterne. On a un Fumula Libeka qui, lui, a déjà perdu en crédibilité, parce qu'on en a tous connu au copil citoyen. On sait toute la virulence qu'il y avait dans les prises de parole, les prises de position de ce monsieur. On sait aussi comment le gars a changé entre-temps. Et aujourd'hui, le gars, ça veut dire que même quand ce qu'il dit est avéré, on a du mal à suivre ce dernier. Et puis jusqu'à preuve de contraire, osons le dire, ce parlement n'est pas légitime, il n'a pas été élu par le peuple. Donc en réalité, ce qui se dit, ce qui se fait là-bas, en réalité, on ne se reconnaît pas. D'accord? Les députés, ce sont ceux qui sont élus par le peuple. Donc dès qu'un député est nommé, pour moi, franchement,
vraiment, je n'accorde pas ce dernier du crédit. Donc, pour ne pas m'étendre plus longtemps, certainement d'aucuns auront à intervenir. Je veux juste ponctuer en disant que vivement qu'il y ait des panels qui se multiplient, parce qu'on sait aussi que notre patron est un friand des réseaux sociaux, nous le respectons dorénavant, qu'on le veuille ou pas, c'est le président du Gabon, d'accord, nous lui devons du respect, c'est l'autorité, d'accord. Si par la presse publique, on n'a pas de véritables relais, qui sachent que dans les réseaux sociaux, il y a des Gabonais qui s'interrogent, on a besoin de comprendre comment certaines choses fonctionnent. Vraiment, merci, je peux m'arrêter là. J'ai beaucoup apprécié ton intervention parce qu'elle reflétait tous les éléments les plus élémentaires qu'il fallait repréciser. Non seulement c'est toujours le peuple qui est souverain et les institutions et la clé de voûte, le président de la République est son serviteur, il doit rendre des comptes, surtout quand c'est des questions aussi importantes que celle-là. Le quatrième pouvoir, effectivement, il est aberrant aujourd'hui que ce soit des médias étrangers qui soient venus nous informer sur ce qui s'y passe. Il y aurait normalement peut-être même eu déjà des investigations. Parce qu'on vous dit que déjà il y a 10-15 jours, on les a sortis du cachot dans lequel ils étaient pour l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo. Ensuite, ça a été résidence surveillée. Donc il y avait énormément de possibilités à pouvoir faire son travail d'investigation et informer la collectivité de voilà ce qui peut se tramer et pousser peut-être les autorités à faire beaucoup de transparence. Clairement, ils ne pourront pas prospérer dans leur action s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de pédagogie. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne ruser avec le peuple, mais qui lui dise les choses telles quelles, droit dans les yeux, advienne que pourra. Vous m'avez élu pour 7 ans, voilà ce que je préconise. Je vous préconise cela pour cette raison, cette raison, cette raison, cette raison et cette raison-là. On essaie de voir si on est d'accord, si on va ensemble dans la même direction. Et si ce n'est pas le cas, je ne vais pas essayer d'avoir à filouter. Et puis, je vous dis non, ils sont libérés, l'union dément, et après non, c'est avéré. Ça ne fait pas sérieux. Qui veut prendre la parole? Ben, c'était moi. Nous t'écoutons, Salvatec. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous rejoindre. J'espère que vous allez bien. Eh bien, Très bien, et il y a un principe qui est important, c'est il vaut mieux une injustice qu'un désordre. Je suis d'accord. L'État est réglé pour assurer l'ordre public en permanence. Et les cas où nous avons des extraditions ou des arrangements parallèles à des questions de droit sont légion dans les États. On peut souvent, vous voyez souvent, il y a des gens qui font des échanges de, comment ça s'appelle, on prend un prisonnier contre un otage, et ainsi de suite. Ce sont des choses qui sont légion. Le plus important, c'est de se demander, est-ce que c'était, au-delà de la communication, je reviendrai là-dessus, est-ce que le Gabon devait encore assumer M. Ali Bongo, rappelons, irresponsable des actes qu'il a posés en qualité de président de la République sur son territoire. Lorsqu'on a fait le coup de libération, 2-3 mois après, le CTRI avait demandé à Ali Bongo de quitter le territoire, chose qu'il avait refusée, parce que sa femme et ses enfants étaient ici. Or, Ali Bongo était malade. Il a entamé plusieurs grèves de la faim. Est-ce que le Gabon pouvait assumer le décès, par exemple, je ne le souhaite pas, de M. Ali Bongo sur son territoire? Est-ce que c'était nécessaire? Je ne pense pas. Aujourd'hui, M. Ali Bongo, sa femme et ses enfants, qui étaient présumés de fausses signatures, de atteinte à l'ordre public et de ceci, sans avoir mené préalablement une enquête. C'est-à-dire que les magistrats se sont retrouvés avec des dossiers posés sur la table. Et on leur a dit, il faut mener des enquêtes sur telle chose. Ce sont des choses qui devaient mettre du temps. C'est-à-dire que pour condamner Sylvia Bongo, son fils et Ali Bongo, il fallait minimum, si on suit la profondeur des instructions, il fallait minimum 7 ans pour arriver à des conclusions. Vous voyez même, il y a des enquêtes parallèles, par exemple en France avec Nicolas Sarkozy. Combien d'années il a fallu pour seulement avoir un jugement sur Nicolas Sarkozy? Ça prend du temps. Parce que quelqu'un qui détourne des fonds, quelqu'un qui fait une signature, il ne va pas juste venir comme ça, se dire, bon, je vais prendre de l'argent, après je m'en vais. Ils utilisent avec eux
des techniciens en finance pour le faire. Donc, il faut du temps pour que ça prenne. Or, le temps que le président a pour garder Noureddine et sa mère sur le territoire avec la pression extérieure, ce sera le temps de son mandat. Pourquoi il va s'emmerder? Je me mets à sa place. Pourquoi je vais m'emmerder à garder ces gens-là ici, alors que j'ai un mandat à faire et je dois faire autre chose? Je me débarrasse de ce problème. Certes, la communication comment ça s'appelle? Elle peut être à critiquer. Pour moi, je le comprends. Je me débarrasse de ce problème très vite, dès le début de mon mandat. On va en parler et ça va passer. Donc, le mieux pour lui, c'était de se débarrasser de ce problème-là. Envoyé. Pour la communication, les faits se sont déroulés au moment des passations de services à la présidence de la République. Donc, certainement, l'équipe entrante n'avait pas les informations nécessaires ou l'équipe sortante n'avait pas les informations nécessaires. Il y avait tout un trouble fou à l'intérieur. Maintenant, c'est ce qu'il faut juger, ce n'est pas la communication avant. Ce qu'il faut juger, ce n'est pas la communication avant, parce qu'il y avait beaucoup de troubles avant et ce n'est pas ceux qui étaient même au courant. Les conseillers en communication de la présidence, c'est la communication après. C'est ce qu'il faut juger. Mais pour ma part, il fallait juste se débarrasser de ce problème-là. Je vais reprendre juste les 3 points que tu as énumérés. Quand on veut bâtir un état de droit, on ne peut pas se permettre d'avoir à dire on va reposer ça du revers de la main parce qu'on n'est pas en capacité de pouvoir gérer. D'autant plus qu'instruire un dossier comme celui-là n'est pas obligé de prendre 5 ou 7 ans. Tu sais combien a duré, par exemple, l'instruction du dossier au Sénégal de Karim Ouad et des autres co-détenus qui étaient suspectés d'avoir détourné de l'argent dans l'organisation des infrastructures pour une ligue islamique qui devait avoir lieu à Dakar? C'était 2 à 3 ans aussi. Lorsqu'on a la volonté, qu'on met les enquêteurs, les juges, les moyens, en 2 ans, on peut boucler une instruction et aller à un procès de manière équitable et respecter les droits de la défense. Ensuite, le général Oligui, tu dis il y a eu des changements d'équipe, vu que l'ancien secrétaire général et tous ses collaborateurs sont partis, et là c'est de nouvelles personnes qui arrivent, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il peut se produire n'importe quoi. S'il y a un dossier aussi important que celui-là, la nouvelle équipe qui arrive est déjà au parfum et sait exactement comment est-ce qu'elle doit procéder pour pouvoir le manier. Donc les erreurs de communication, ça malheureusement, c'est pas recevable. Enfin, dans cette histoire, si ça fait autant de bruit, c'est parce que justement, il y a le sentiment qu'il n'était pas voulu qu'il y ait œuvre de justice. Et on ne construit pas un pays solide dans ces conditions. Ça fait République bananière. Salut à toi, on te laisse avec ta motion. Ok. Ça, c'est ce que je vais dire. Si, c'est Salvatec. On l'écoute. D'accord. Je disais qu'on ne peut pas traiter les problèmes d'une république avec autant de légèreté. Et je suis d'accord avec le modérateur lorsqu'il dit que c'est pas recevable. Parce que tenez-vous tranquille. Peut-être que vous ne réalisez pas le niveau de gravité que cela implique. D'accord? On parle d'une situation qui impliquait le détournement des deniers publics. On parle d'une situation là où il y avait usurpation de pouvoir. On parle d'une situation où il y avait imitation de la signature du président, entre faux décrets et tout ce qui va avec. Mais c'est un problème à prendre véritablement au sérieux. Mais quand ceci est dit, il y a aussi qu'il y a des personnes qui sont incarcérées, d'accord, qui ont été pris au même moment, aussi bien que Sylvia et Noureddine. J'ai envie de parler de Yann Goulou, de tous les gars de la Légion étrangère et tout ce qui va. Donc, en réalité, nous, les Gabonais, de façon légitime, on a besoin de comprendre qu'en est-il. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui, la question reste posée. Est-ce qu'il s'agit d'une extradition? Est-ce qu'il s'agit d'une évacuation? Ou il s'agit d'autre chose? Parce que les choses ne sont pas dites de façon claire. On ne peut pas dire qu'on balaie ça d'un revers de la main. Et puis, nous tous, on sait que l'une des gangrènes qui a toujours pris dans notre pays, c'est le phénomène de l'impunité. Ceux qui ont commis des forfaits doivent dorénavant répondre devant la justice. On peut pas toujours laisser les choses en l'état. D'accord? On veut bien que les choses se fassent, mais comment les choses se font, ça nous pose un problème. Je dis que la communication est faite par un organe de presse, la présidence de l'Angola. Qui plus est, quand on regarde, ce n'est ni un avion gabonais qui a été affrété pour les évacuer, mais on se rend compte que ça s'est fait de nuit. D'accord? Et quand nous on reçoit ça, vous voulez qu'on pense quoi? Je dis que tant qu'une communication assez plausible, assez claire, n'a pas été faite, ça donne recours à toutes les interprétations possibles. Et nous,
On a besoin de savoir, donc on s'est embarqué, beaucoup de Gabonais ont voté pour le président Oligui, d'accord? Et c'est tout à fait légitime qu'on soit éclairé sur ces questions-là. Et on ne peut pas prendre les choses avec autant de légèreté, d'accord? Donc, comme c'était une motion, c'est là que je peux m'arrêter. Merci. Je tiens à préciser quand même quelque chose. Je n'ai pas dit que il fallait le mettre avec autant de légèreté. Ce que je dis, c'est que je me mets à la place du président. Et moi, à la place du président, je préfère me débarrasser de ce problème dès le début du mandat. Au moins, d'ici 2 mois, on aura tous oublié cette affaire. Ali Bongo ne pouvait pas être jugé de toute façon. Ali Bongo ne pouvait pas être jugé. Sylvia Bongo non plus. Elle n'est pas ordinateur de crédit, elle n'est pas ceci. Toutes les accusations qui pesaient sur eux, ce sont les mêmes accusations que le président a répétées au moment du coup de la libération. Donc, de mon point de vue, ce procès, les juges n'avaient pas suffisamment d'éléments. C'est la même chose qui s'est passé avec la Cruche. On a pris les gars de Black Boys, on les a mis en prison avec des chefs d'accusation pour à la fin les condamner sur des chefs d'accusation qui ne correspondaient pas à ceux du début. C'est comme ça en fait. Les détournements. Motion, s'il vous plaît, c'est pas ce que le président a dit. Les amis, non, c'est pas ce que le président a dit. Le président a dit en face de France 24 le contraire. On ne peut pas prendre la parole comme ça de manière sauvage. Celui qui avait la parole, on va te laisser chuter et ensuite ce sera BY3089 qui voulait faire une mention et on reviendra sur un tour de table. Ce que je disais, les chefs d'accusation qui pesaient sur Noureddine et sa mère, ce sont les mêmes chefs d'accusation que le président a répété au début de la transition quand il vient à peine de faire le coup d'État. C'est-à-dire que les magistrats n'avaient pas d'éléments fongibles pour les accuser. Pareil, lorsque ça s'est passé avec la Cruche. À la Cruche, on les a accusés d'avoir détourné les fonds de la GOC pour ensuite condamner la Cruche sur le faux usage de faux. Parce que les magistrats n'avaient rien. Est-ce que vous comprenez pas ce que je dis? Donc, pour le président, moi, je mets à sa place. Moi, je me débarrasse de ce problème-là. Dès le début du mandat, très vite, il va en Angola, il fait sa vie. Et j'ai 7 ans pour construire le pays. Et quand il va construire le pays, tout le monde aura oublié cette affaire d'Ali Bongo, là. MC Pompidou, bonsoir. Bonsoir. Oui, depuis un moment, j'écoute un peu tout le monde. Donc, je pense qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Ce qui vient de se passer, franchement, on est dessus. On s'est tous battus pour élire le président de Terre Oligui. Et ce qui vient de se passer, c'est comme si on avait reçu un couteau au dos. C'est-à-dire, les choses déjà se passent nocturnement. L'information, pour qu'elle soit venue d'un autre pays, c'est grave, les gars. C'est grave, moi je sais pas, franchement c'est grave. Il faudrait très haut qu'on montre notre mécontentement, qu'on demande des comptes quand même, parce que c'est comme si on nous prenait pour des gamins, quoi. Je sais pas, des gamins de 4 ans, 5 ans. Voilà des coupables qui ont fait du mal à notre nation, qui sortent comme ça. Je comprends pas. Si je peux me permettre, il ne faut pas être trop catastrophiste non plus. Les autorités actuelles ne sont peut-être pas encore totalement rodées et il y a eu peut-être un raté. Je me fais vraiment l'avocat du diable. Tu n'es pas le premier à avoir vraiment ce sentiment un peu de déception, limite de trahison. Quand tu es en responsabilité, tu ne fais pas toujours ce que tu veux, mais quand c'est le cas, bon, normalement tu uses justement de franchise et tu sais en amont avoir le respect de prévenir les gens qui t'ont soutenu et qui t'ont élu, d'autant plus que ça ne fait même pas 1 à 2 semaines que tu as investi. Tout à fait. Tout à fait. Tu peux me permettre une motion? Oui, vas-y, on t'écoute. Non, j'ai demandé la motion tout à l'heure concernant la question de l'Angola, parce qu'il est quand même important de dire à tous ceux qui vont nous emmener le même discours infantilisant qui consiste à vouloir nous faire croire que est-ce que voilà, il y a eu une négociation, etc. Mais quelle est la contrepartie? Vous nous parlez d'une information de négociation, mais nous, on aimerait aussi un peu voir quelle est la contrepartie. Bon, même si je sais qu'on ne pourra pas nous dire ça de manière claire sur des plateaux en disant que voici ce qu'on a obtenu de l'Angola, mais j'aimerais bien savoir, en fait. Parce que le Maroc faisait les pressions, la France a fait quelques pressions à cause de la citoyenneté de Sylvia et de Nourdine. Je crois aussi que l'Angleterre, avec les les affinités qu'ils ont dans ce pays, mais on n'a jamais cédé. Mais pourquoi est-ce que l'Angola, aujourd'hui, en fait, moi je comprends pas. Est-ce que vous êtes quand même conscient qu'on parle de 2 pays souverains et en droit international, sur la scène internationale, il n'y a pas de hiérarchie de souveraineté. Toutes les souverainetés se valent.
Donc, je vois pas pourquoi le Gabon ne mettrait pas en avant, par exemple, que le président Oligui Nguema a été élu par sa population qui lui a demandé de faire un certain nombre de choses. Et on vient nous expliquer qu'on devrait l'accepter, c'est quand même un peu fort le café. Et c'est ce qu'on ne dit pas. Moi, personnellement, je ne suis pas déçu. Parce que je ne pensais pas qu'en 7 ans, moi j'ai voté le président Oligui et j'étais un de ses soutiens. Je ne pensais pas qu'en 7 ans, ça devait être un long fleuve tranquille. Mais je crois que la présidence et le gouvernement doivent pouvoir rectifier un peu le tir parce que franchement, la communication était catastrophique. Quelle est la contrepartie? Je continue à le demander. On ne peut pas nous parler de déstabilisation. Bon, aujourd'hui, Kali Bongo et Sylvia Bongo sont dehors. Ils peuvent aussi déstabiliser le pays et aller utiliser leurs fonds cachés qu'ils ont dans d'autres paradis qu'on n'a pas pu trouver pour je ne sais pas trop quoi faire quoi en politique. Est-ce qu'on a aussi mesuré la profondeur de l'acte qu'on a posé en les envoyant à l'extérieur? Tout à fait. Il faut aussi souvent regarder ça. On prend des exemples en disant oui, on les a exfiltrés, mais il y a des gens qui ont été exfiltrés et qui ont déstabilisé les gouvernements des pays qui les a fait chuter en fait. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que je tenais aussi à dire, en tout cas, à côté de tout ce que le frangin qui est parti a dit. Qu'on s'entende bien. Ne tapons pas à l'excès sur l'Angola. L'Angola a été juste le médiateur, le facilitateur dans ce dossier du fait de la présidence tournante de l'Union africaine qui est en ce moment assurée par João Lourenço. L'intérêt de João Lourenço était de pouvoir montrer que la diplomatie angolaise était forte sous son magistère. Grâce à ça, il rapporte donc à une petite victoire à l'Union africaine. Le président Oligui était effectivement sous les différents lobbying français, américains et certainement du Commonwealth d'avoir à dire il faut avancer sur ce dossier, tout simplement parce que, il faut aussi le reconnaître, le général Oligui et le CTRI se sont eux-mêmes mis des menottes au poignet en faisant en sorte que les conditions de détention de l'ancienne famille présidentielle soient celles-là. Si dès le départ, il n'y avait eu pas cet acharnement, qui n'était pas torturé, qui n'était pas enfermé dans des conditions difficiles, il n'y aurait pas eu autant ce lobbying. Et il y a eu par le passé différents chefs d'État qui sont partis en exil. C'est une négociation entre l'autorité qui te laisse partir et le pays d'accueil. Regardez par exemple Alpha Condé qui est aujourd'hui en Turquie. Mamadi Doumbouya, qui l'a fait tomber, ne voulait pas qu'il sorte de la Guinée. Il est d'abord allé aux Émirats Arabes Unis pour des problèmes de santé. Mamadi Doumbouya a fait revenir Dardar quand ça a été le tour de la Turquie. Il a négocié avec Erdogan pour qu'il y ait une espèce de ligne rouge à ne pas franchir. Ça va être le même cas pour la famille Bongo. Que ce soit le Maroc qui a énormément d'intérêt avec le Gabon, ils n'auront aucun intérêt à faire en sorte que la famille Bongo fasse des bêtises au Maroc ou inquiète les autorités gabonaises ou essaye de monter une guérilla en association avec Frédéric Bongo et puis Hervé Patrick Opianga et puis je sais pas qui pour essayer de faire tomber le régime Oligui. Ça peut peut-être arriver, je ne vous dis pas que rien n'est possible, mais dans ce genre de négociations, c'est des éléments qui reviennent sur la table. Si je le laisse partir, en contrepartie, fais en sorte qu'il ne vienne pas compliquer ma tâche. Si mes services de renseignement me disent seulement qu'ils sont en train de s'organiser, c'est toi que je viendrai voir et on aura des problèmes. Les intérêts que tu as chez moi, je t'embêterai aussi. Donc c'est souvent un rapport de bon procédé. Les relations internationales fonctionnent de cette façon. Après, c'est pour ça d'autant plus que c'est dommage, parce qu'il est vraiment avéré aujourd'hui que cette liberté n'a pas été faite comme ça en gorille. Il y a des fonds qui ont été rapatriés, il y a des actifs qui ont été concédés à l'État gabonais. Jeune Afrique parle de certains membres du CTRI, on cite même le nom de l'ancien ministre de l'économie et des finances dont le nom aurait été dans certains dossiers Maïs Moussi. Si tel est le cas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les autorités ne viennent pas justement produire cet argument en disant bon écoutez, on a réussi quand même à récupérer une partie des fonds et c'est pour cette raison qu'on a voulu être un peu magnanime et les laisser partir. De toute façon, on a récupéré ce qui était le plus important. Donc c'est des considérations comme celle-là qu'il y a eu lieu dans ce dossier. Association qui vient de monter, nous t'écoutons. Bonsoir. Moi, je souhaite juste dire que, en regardant un peu la chose de très près,
on se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas ici un procès judiciaire, mais par contre un procès économique et qui s'est joué durant la transition. Économique en ce sens que, bon, il était question de récupérer un peu l'ensemble des biens mal acquis de, de Sylvia, bon, de la famille Bongo, on va dire, et puis de voir également toucher également à leur mainmise sur l'économie gabonaise. Je crois que le président, en regardant comme ça, ils ont pu récupérer la grande partie. Et on savait que, comme quelqu'un l'a souligné ici, qu'on ne pouvait pas intenter un procès à Sylvia parce qu'elle n'était pas ordonnateur de crédit, ainsi que leur fils. Donc, le but de leur détention consistait uniquement à faire une pression pour que l'ensemble de leurs biens qui sont éparpillés dans le monde reviennent au Gabon. Et ça s'est joué, ça c'est qui est sûr, parce que le président ne pouvait pas les laisser sortir du pays, sachant que ces derniers ont un trésor de guerre à l'extérieur. Donc, avec ce trésor de guerre, on sait ce que les personnes peuvent faire. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui, on a vu le procureur venir nous dire que bon, on a laissé ces derniers sortir pour cause de maladie. Bon, ça c'est juste pour bidouiller le peuple, hein. Mais on sait qu'il n'y aura pas de procès, c'est fini, ça s'arrête là. Ça a toujours été comme ça en Afrique avec la plupart des présidents qui sont toujours sortis. Après, vous l'avez cité, certains présidents de l'Afrique de l'Ouest qui aujourd'hui se retrouvent un peu en Occident. Donc le Gabon ne fera pas fi de ça. C'est une réalité. Mais par contre, on peut vouloir s'interroger sur les conséquences de cette extradition, s'il faut le dire ainsi. Toutefois, vous avez souligné là qu'il serait difficile que ces derniers viennent à vouloir intenter un coup d'État à notre pays, en ce sens que l'Angola, qui a assuré cette médiation et qui se trouve au centre, fait également office des garanties. Toutefois, il y a quand même une chose à souligner, c'est que Noureddine, par exemple, il est dans la trentaine. Hein. Il est dans la trentaine, ce qui veut dire qu'il a encore assez de temps devant lui. Et je crois qu'en regardant les vidéos, nous les avons tous scrutées, ce dernier s'est vu humilié devant la scène publique. Donc, est-ce que tôt ou tard, ils ne vont pas penser ou intenter un coup ou financer autrement certaines actions contre notre pays? Ce sont des questions auxquelles nous devons nous interroger. Par contre, pour finir, je souhaite juste dire, que fera-t-on de ceux-là qui sont restés en prison? Est-ce que ce sont eux qui vont payer le prix de ceux qui sont sortis? Notre justice, on nous l'a dit, comme on le dit toujours entre greffes, que c'est une justice indépendante, mais curieusement, sur c'était France 24, le président avait dit que bon, les juges détenaient les preuves de tout ce qui était des accusations contre ces derniers-là. Mais aujourd'hui, c'est en catimini que cette famille est sortie de notre pays. Donc, ça veut beaucoup dire. Et moi, je retiens, comme je le dis, que c'était pas un procès judiciaire, mais c'était plutôt le procès économique. Il s'agissait ici de prendre l'ensemble des biens que ces derniers avaient un peu partout dans le monde parce que c'était un trésor de guerre avec lequel ils pouvaient intenter quoi que ce soit dans notre pays. Merci. Au vu de la lettre ouverte qu'Ali Bongo a rendue publique où il annonçait que lui et sa famille renonçaient à tout futur ou toute ambition politique à l'avenir, normalement, Noureddine Bongo ne devrait plus s'intéresser à la politique gabonaise. Quand bien même cette lettre ouverte ne l'engage pas, parce qu'il est citoyen gabonais et si dans quelques années, il veut rentrer dans son pays et contribuer à l'essor de ce dernier, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il devrait en être exclu. D'autant qu'aucune décision de justice ne l'aura frappé de quelconque incapacité, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas se présenter. Après, vous parlez de trésor de guerre, mais les amis, pour reconnaître un peu la famille Bongo, pour des raisons personnelles, je peux vous dire que c'est beaucoup de paniers percés. Lorsqu'ils sont aux affaires, ils donnent le sentiment d'avoir vraiment une vie à 300 à l'heure, mais maintenant que tous les robinets ou presque sont fermés, il ne va pas y avoir le même train de vie ou la même possibilité. Petit exemple, Pascaline Ferry Bongo, Nimba. Dans les années 2010-2016, elle a eu des problèmes d'argent, mais elle a eu des gros problèmes de trésorerie qui l'ont menée devant les tribunaux ici en France pour des factures qui n'avaient pas été réglées. Si vous voulez, on prend les paris de maintenant.
c'est peu ou prou ce qui arrivera également à la famille nucléaire d'Ali Bongo. Donc, de fortune incroyable qui a pu être cachée à gauche, à droite, moi, je n'y crois absolument pas. Ils ne vivront pas dans la pauvreté parce qu'ils ont des amis, des frères qui feront en sorte qu'ils ne manquent de rien, au titre duquel Mohamed VI. Giovanni, bonsoir, on te laisse la parole. Bonsoir, merci. Bonsoir à tous. Mais Nous écoute, t'écoutons. moi, je partage déjà plusieurs points de vue qui ont été évoqués ici. J'espère que vous m'entendez bien parce que je crois que j'ai un problème de connexion là. Non, on t'entend parfaitement. Bon. Mais, d'accord. Mais moi, je vais regarder la chose sur l'angle diplomatique. Voilà des gens qui sont arrivés et qui ont fait campagne en nous brandissant l'espèce de 5e République, comme si l'OCL intitulé 5e République suffisait pour venir normaliser un peu la situation. Des gens qui nous ont vendu le fait que cette nouvelle constitution venait ancrer le principe de séparation de pouvoir. Et bien, à l'époque de fait, on se rend bien compte qu'on est loin du compte. On est très loin du compte. Et diplomatiquement aussi, on a parlé pendant la campagne de recul sur plusieurs points, mais on se rend bien compte que même sur le plan diplomatique, c'est un véritable recul. Parce que ça, à l'époque d'Omar Bongo, c'est-à-dire que ça n'aurait jamais existé, qu'on soit soumis à une pression, surtout sur le plan africain, au point de céder. Sur le plan africain, qu'on vient d'essuyer un revers. Enfin, je suis pas étonné, je suis pas surpris parce que j'y ai pas cru depuis peut-être un mois après le coup d'État. Mais ça montre que aujourd'hui, comparativement par exemple à un pays comme le Burkina, qui résiste à la pression occidentale, notre pays n'est pas capable de résister au plus petit de nos voisins en fait. C'est-à-dire que sur le plan de la souveraineté, ça craint. Et là, vous avez encore des gens ce soir qui essaient de vous expliquer que c'est au nom de l'intérêt du Gabon et de la préservation de notre stabilité. Moi, j'aimerais savoir si c'est le président de l'Union africaine qui a mené cette bataille diplomatique. Est-ce qu'on peut m'expliquer que l'Union africaine avait des velléités à déstabiliser le Gabon? Ou même le président de l'Angola, à lui seul, avait des velléités de déstabiliser le Gabon? À un tel point que le président Oligui s'est senti obligé pour préserver cette stabilité-là de dealer et remettre Ali Bongo et sa famille entre les mains de ces gens, quand on sait qu'il y a quelques semaines encore, le monsieur nous a dit que, on nous a dit qu'il y avait des preuves flagrantes de leur culpabilité, quoique étant lui-même dans le principe de violation du secret de l'instruction pendant qu'il parlait. Donc je ne peux pas comprendre qu'on nous ait dit que le principe de séparation de pouvoir était acté avec la nouvelle constitution et que derrière, le président de la République, subitement, dans sa 5e République magique, avait des éléments qui montraient que les Bongo Valentin ne s'en sortiraient pas. Et quelques jours plus tard, en catimini, on fait sortir les Bongo, tous partis. Pendant ce temps, le petit voleur de poules au quartier a vite fait de se faire condamner. Les petits qui s'amusent à listiller tout et n'importe quoi sur les réseaux se voient condamnés. Les véritables criminels responsables de la situation du déclin du Gabon, eux, peuvent jouir de leurs biens et les voilà aujourd'hui à l'extérieur. Pour contraster un peu ton propos, il n'y a pas eu pour moi d'humiliation de la République gabonaise. Comme je l'ai indiqué, c'est une négociation qui s'est faite entre deux parties où chacun en a tiré un avantage. Pour le général Oligui, ça commençait effectivement à être un espèce de surplace auquel il fallait trouver une solution. Et effectivement, je crois que pour lui, il n'était pas nécessaire ni malin d'aller à un procès. Comme je le disais aussi, comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises depuis le début de ce live, dès le départ, les procédures étaient viciées. Donc rien de bon ne pouvait en découler. Et ça, c'est une responsabilité exclusive qui est sur les épaules des militaires au pouvoir. Si dès le lendemain du coup d'État, ils avaient fait en sorte qu'il y ait œuvre de justice, ils seraient aujourd'hui totalement en capacité de pouvoir aller à un procès sans avoir à avoir peur qu'on puisse dire X ou Y chose.
Moi, à leur place, si j'avais été leur spin doctor, j'aurais peut-être même conseillé à ce que carte sur table, certaines choses soient dites, assumées, et c'est pour ça que la commission Vérité et Réconciliation a été nécessaire pendant cette période de transition, afin de nettoyer les écuries de GIAS et faire en sorte que tous les dossiers un peu malodorants qu'il pouvait y avoir dans les placards, qu'on puisse réellement situer les responsabilités des uns et des autres, et ne pas juste avoir à donner l'illusion de faire reposer l'entièreté de 60 ans de gabegie et de désordre sur 3 personnes qui ont été la famille nucléaire qui a été à la tête du pays pendant 14 ans. Et donc, c'est une négociation qui s'est menée entre ces deux parties et chacun en a trouvé un avantage. Comme je vous l'indiquais, l'Angola, le Gabon, on ne donne pas l'heure. On n'est pas dans la même sphère, ils n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes besoins de performance que nous. On ne boxe pas dans la même catégorie, si je peux me permettre. Ils ont d'autres soucis, nous on a les nôtres. Ça a été un effet d'aubaine pour le président angolais qui va bientôt rendre son mandat de président de l'Union africaine, de faire en sorte que cette situation qui est déshonorante, mine de rien, pour le Gabon, parce qu'on a été incapable de juger l'ancienne première dame et son fils. Ali Bongo n'aurait pas pu être jugé parce qu'il est pénalement irresponsable pour tout ce qui a pu se produire pendant ces 2 mandats. C'est la Constitution qui le protège ainsi. Et donc, avoir voulu produire dès le départ qu'il devait y avoir œuvre de justice en sachant qu'on avait déjà vicié toutes les procédures, pour moi, le ver est dans le fruit depuis quasiment le départ, et il faut le mettre en exergue et faire en sorte que ça marque les esprits des uns et des autres. Sans quoi, cette situation ne peut pas être comprise. Déjà, je ne partage pas le fait qu'on parle de deal, parce que je ne vois pas l'intérêt pour l'Union africaine de s'initier dans une question interne au Gabon. Qu'il y ait violation des droits depuis le départ, je le conçois, mais c'est pas les premiers Gabonais contre qui l'État viole les droits ou les responsables de l'État violent les droits. Et je n'ai pas vu la même dextérité de l'Union africaine et toutes les autres organisations autour de ce dossier-là se bousculer. On a eu, je vous rappelle, en 2016, des crimes qui ont été commis au lendemain de l'annonce des résultats. Et les rapports de l'Union européenne attestaient qu'il y avait réellement des crimes commis avec les armes de l'État. Là, je n'ai pas vu la même dextérité, j'ai pas entendu de deal, j'ai pas entendu de pression se mettre en branle pour dire à Ali Bongo, écoute, c'est mort, tu pars. Donc, qu'on ne vienne pas me vendre le deal sur cette affaire-là, parce que ça, je ne le conçois pas. J'ai pris l'exemple en parallèle tout à l'heure. Enfin, on ne va pas me dire à moi que pour l'Union africaine, il est plus urgent de régler le problème Ali Bongo que par exemple ce qui se passe dans l'AES, point qu'ils aient mis tous les moyens possibles pour venir sortir les bongos, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus urgents et plus influents qui participent à la déstabilisation de la quiétude entre pays africains. Donc je ne comprends pas même qu'on concède le fait qu'il y a un deal en fait. Le deal pour qui et pourquoi, dans l'intérêt de qui? C'est l'usage, et je ne vais pas t'apprendre qu'il y a ce qu'on appelle le syndicat des chefs d'État, qui fait que lorsque l'un d'entre eux tombe, on essaye d'arranger un peu sa situation et faire en sorte que sa sortie soit la plus honorante possible. Tu parlais de l'AES il y a un instant. Ce qui s'est passé au Gabon a essayé d'être fait au Niger. Quand Mohamed Bazoum a été enfermé dans sa résidence présidentielle, il y est toujours par Abdoulaye Tiani. Voilà. Les gens de la CEDEAO et l'Union africaine sont montés au créneau pour essayer de le libérer. Mais l'Union africaine et les autres instances régionales vont ou négocier avec les gens avec qui sont ouverts à la négociation. Les 3 pays de l'AES ont choisi leur propre couloir et donc ne veulent pas avoir à transiger avec même les bonnes idées que peuvent avoir certaines institutions. C'est leur choix. Mais si ça s'est fait au Gabon, c'est parce que effectivement le général Oligui a fait le choix totalement inverse d'être parmi le reste de la communauté internationale, de pouvoir être un président entre griffes respectable avec qui on peut discuter. C'est pour ça que les négociations ont pu se faire. Et je le répète vraiment, et je terminerai par là, dans ce type de situation, diplomatiquement, il y a toujours des négociations, des pourparlers, pour au moins avoir à normaliser la situation. Tu ne peux pas détenir ton prédécesseur, ou si c'est le cas, fais en sorte que ces conditions de détention soient humaines,
Voilà le président Ould Abdelaziz en Mauritanie qui vient en appel de prendre 15 ans. Et l'une des préconisations de l'Union africaine, c'est faire en sorte que les procès soient équitables, que la défense puisse avoir ses droits respectés et que le verdict soit le plus incontesté possible. Et malheureusement, en relations internationales, c'est des choses qui ont cours. Mais c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Est-ce qu'on est en train, nous, de considérer le fait que on n'est pas souverain et qu'on ne le sera jamais parce que quand vous prenez l'exemple de Bazoum, par exemple, mais c'est un exemple flagrant. C'est-à-dire qu'il y a un pays souverain qui décide d'imposer sa souveraineté. Si le président Oligui, pendant son interview, est convaincu de ce que les éléments qu'il a à sa possession font que les Bongo Valentin ne peuvent pas s'en sortir, pourquoi il ne les brandit pas dans sa négociation en disant simplement que parce qu'il est là pour restaurer les institutions et la dignité des Gabonais, au nom de ces éléments-là, il n'a rien à dire sur une question qui relève de la justice pure et dure. Je veux comprendre l'aspect. Bon, c'est pas, soit on nous dit que c'est un feuilleton strictement politique, et donc on a le droit d'aller, enfin, il a le droit d'aller négocier et de brandir. La question que je veux me poser jusqu'ici, qu'est-ce que lui gagne en retour? Je veux bien que on soit dans un deal, mais dans un deal, c'est du donnat-donnat. Qu'est-ce qu'il a donné? Moi, je peux te répondre. Je peux te poser une question pour te répondre, pour que tu puisses te répondre. Qu'est-ce qu'il a reçu? Qu'est-ce qu'il a reçu? Est-ce que tu as suivi le communiqué du procureur? Laisse-le chuter et tu auras ta motion, pas de problème. Je chute par là en disant, qu'est-ce qu'il a donc donné lui pour pouvoir recevoir en retour? Mais parce que, au vu de ce qui s'est fait, visiblement, c'est pas le peuple qui a reçu quoi que ce soit. Et si cette justice est rendue du peuple gabonais, moi j'aimerais savoir ce que le peuple gabonais a reçu en livrant les bongos aux mains du syndicat des chefs d'État. Moana, tu voulais prendre la parole? Je me demande un peu pourquoi on agit encore sur cette question. Entre-temps, on doit avancer et on a vraiment un pays à construire avec toute la législation qu'on s'est mis à construire. Depuis là, je trouve que beaucoup de Gabonais sont en train de confondre et ne comprennent pas qu'on est passé à un autre cap. On n'est plus dans un état particulier. On est revenu à l'Union européenne et on doit agir selon la législation qui existe et selon les normes internationales. À l'Union africaine et selon les normes internationales qui existent. On ne peut pas détenir un ancien chef d'État. Et d'ailleurs, depuis le premier communiqué, on dit qu'il est libre de ses mouvements. Je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés qu'il soit en Angola. On entend un communiqué officiel qui dit qu'il est libre de ses mouvements. De un. De deux, je ne comprends pas pourquoi les gens sont étonnés. Le communiqué officiel qui a été lu par le procureur, qui est une instance de justice. Donc, c'est pas la présidence de la République qui a communiqué. Je comprends pas pourquoi les gens s'étonnent depuis là du principe de séparation de pouvoir. Pourquoi ci, pourquoi ça. C'est une décision de justice. Tandis que pour le besoin de santé, ils sont à l'extérieur du pays. Il y a des personnes à l'extérieur d'un pays qui ont toujours été jugées. Si vous voulez le jugement, ils seront jugés. Mais le Gabon doit maintenant agir selon la législation et selon les textes qui existent. Après, il faut savoir qu'en relation internationale, on ne fait pas de relations internationales sans compromis. Il faut toujours un peu assoupir, mettre de l'eau dans son vin, céder un peu une partie de sa corde. Relations internationales, c'est ça, il y a beaucoup de compromis. Donc, le président Oligui, je pense, à mon avis, a fait une grande preuve de diplomatie. Pour ceux qui pensaient qu'il n'était pas peut-être en mode justice, il a laissé la justice agir. Le communiqué dit bien que c'est un rapport médical qui a demandé qu'ils puissent sortir et ils étaient libres de sortir. Ali Bongo étant libre de ses mouvements, a décidé d'accompagner sa famille, toujours s'en tenir à ce qui est officiel. Après, on peut creuser à côté. Je vous rappelle déjà que Ali Bongo n'est pas poursuivable parce qu'il est politiquement irresponsable. Donc sa femme et son fils, les enquêtes se suivent. Les enquêtes vont s'en suivre. Après, dans cette vie, chacun jouit de son pouvoir pour essayer d'avoir un peu quelques bénéfices. Parce que comme on rappelle, c'est la liberté. C'est la détention qui est la liberté qui est... C'est la détention qui est l'exception. Et la liberté est la norme. Donc, allons-y. La justice va faire son taf.
Là, il y a beaucoup de relations et de diplomatie qui ont été faites. La présidence n'a pas communiqué, c'est pas de leur niveau, c'est au niveau de la justice. La force d'un grand pays, justement, c'est ses citoyens qui questionnent les décisions qui sont prises. Et si on ne veut pas être juste des spectateurs, notre rôle est justement d'avoir à échanger, d'avoir à creuser, d'avoir à confronter les différents points de vue afin de pouvoir justement faire jaillir la lumière. Nous ne sommes pas des Je suis d'accord. bébés, nous avons une intelligence et on se doit de l'utiliser et de l'exercer. Cette phrase du procureur général m'a fait un peu sourire. Si au Gabon, la détention était l'exception et la liberté la règle, le pénitencier de Libreville ne serait pas aujourd'hui en surpopulation carcérale. Donc ça a bon dos, on utilise justement les arguments et les prétextes qui nous sied. Si on veut réellement savoir quels sont les éléments en backstage et les motivations qui ont été mises en avant pour pouvoir arriver à ce résultat, en tant que citoyens qui s'intéressons à ce qui se passe dans la cité, c'est notre rôle. Et pour finir, on ne peut pas juste se contenter de la communication du procureur général de la République pour dire que les autorités ont communiqué et c'est tout. Ça donne plutôt le sentiment qu'ils sont planqués. On l'a envoyé pour lire un communiqué laconique. Si aujourd'hui il est nécessaire de remettre Sylvia Bongo et Nourdine Bongo Valentin en liberté pour des raisons humanitaires et pour des raisons de santé, c'est parce que leurs conditions de détention ont été inhumaines. Si on voulait justement ne pas arriver à ce résultat, aurait-il fallu faire en sorte qu'aucune règle de justice ne soit enfreinte? Vu que ça l'a été, c'est donc la responsabilité des autorités actuelles, et donc souffrez qu'on le questionne. Je ne sais pas quel pays vous voulez construire avec vos méthodes là. Parce que vous avez parfois des raisonnements, moi, qui laissent à désirer. Quand vous dites que on doit avancer, et qui est là pour reculer? Ça fait longtemps que vous dites ça. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on vous rappelle qu'il y a des gens qui ont commis des impairs dans ce pays, et au nom de ça, ils doivent répondre devant la justice, vous nous dites non, c'est la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que quelqu'un demande que la justice se mette en branle pour ramener un peu de clarté dans ce qui se fait et pour éduquer les gens. Vous nous dites non, 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 ça c'est la chasse aux sorcières, mais on prend la poussière, on la met sous le tapis et on passe à autre chose. Mais excusez-moi, qui est bon pour aller en prison? Dans ce cas, casser les prisons, faites sortir ceux qui y sont, et puis à chaque fois que quelqu'un commet un impair, eh ben on remet tout, on bouscule tout, on remet les choses en place. Et j'entends votre truc là, que Ali Bongo, il n'est pas poursuivable, parce que c'était un ancien président en exercice. Je ne comprends pas en fait, ça sort d'où? On a en France un Sarkozy qui est en prison. Je me permets juste de te répondre. Il est bien pénalement irresponsable pour tous les événements qui se sont produits pendant ces 2 mandats. Si Sarkozy, en France et aujourd'hui, a eu un contrôle judiciaire et un bracelet électronique, l'affaire libyenne et tout ce qui s'y rapporte, c'était avant 2007 et après 2012. Donc je t'invite à te renseigner. La même irresponsabilité est également valable en France, et vu qu'on a des constitutions qui sont très souvent des copier-coller, le même principe existe aussi au Gabon. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que c'est un pays dont le président a poursuivi justement les membres de la famille du président auquel il a succédé. Et donc, je ne comprends pas que chez nous, qu'on vienne nous dire que maintenant, dans ce genre de situation, il y a des négociations qui se mettent en marche, il y a une diplomatie qui rentre en compte. Les enfants des Dos Santos ne vivent pas en Angola aujourd'hui à cause de parce que le président actuel a engagé des poursuites sur fond de détournement des deniers publics. Donc chez eux, c'est valable, mais chez nous, là, on remet les choses enfin, j'ai envie de comprendre, quoi. Mais bon, on a compris Giovanni, que c'est le cartel qui gère. Mais il faut distinguer le président de l'UIA et le président de l'Angola. Et si je peux même compléter ce qu'a dit Giovanni, comparaison n'est pas raison. Et les situations, les dossiers ne sont pas les mêmes. Dos Santos n'a séquestré personne de la famille Dos Santos. Ils étaient en exil, ils sont toujours d'ailleurs, à part avoir retiré plusieurs avoirs de Isabelle Dos Santos, qui a fait qu'elle a peut-être perdu un dixième de sa fortune. Elle vit toujours confortablement. Son frère Zenou Dos Santos a été enfermé à Luanda. Il a eu un procès qui a apparemment été relativement
transparent et équitable. Il a fini en résidence surveillée. Il n'y avait pas de pression régionale ou sous-régionale qui pouvait être exercée sur João Lourenço pour qu'il soit un peu plus magnanime et lâche la famille de son prédécesseur. Là où au Gabon, c'était autre chose. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a également un élément qu'on ne prend pas assez en compte, qui là joue aussi beaucoup. Beaucoup de présidents de la sous-région là sont des présidents affectifs. Ils ont connu Omar Bongo. Omar Bongo les a grandement aidés. Donc ils ne peuvent pas se permettre de laisser son fils aussi dans la panade comme ça sans avoir à faire des pressions un peu amicales sur le tombeur d'Ali Bongo. Sassou a lui-même son propre agenda avec Oligui. Il n'aime pas Ali. Pendant les 14 ans qu'Ali a passé au pouvoir, il n'a pas été respectueux envers les Congolais. Il a spolié les petits-enfants de Sassou Nguesso. Donc, il n'a pas lui donné l'heure. Mais s'il est monté au créneau pour essayer de faire quand même en sorte qu'il y ait un peu de normalité à Libreville, écoute, c'est peut-être un roi paresseux, il a peut-être fait énormément d'erreurs. Bon, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Demain, ça peut être mon fils Denis Christel qui me remplace et qui se retrouve dans cette situation. J'aimerais bien que quelqu'un essaye de prendre un peu sa part et de faire comprendre que, bon, sois un peu magnanime. Ils ont déjà assez payé, ça fait 22 mois que tu les tiens un peu comme dans des cachots pour des bêtes sauvages. Relâche-les et normalise les choses totalement chez toi. Donc, ces deux réalités font en sorte que la situation n'est pas appréhendée de la même façon et donc les pressions qui sont exercées ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir des pressions. Le général Oligui peut ne pas y céder. Mais s'il a cédé, c'est qu'il a fini par trouver lui-même aussi son... Je commence à dire que les autres viennent faire leur petit numéro, je le comprends. Mais que nous, on cède... C'est pour ça que je parlais de la faiblesse de notre diplomatie. Et je pense mais c'est juste un... Il a eu aussi son intérêt. Son intérêt maintenant à s'asseoir... C'est quoi son intérêt? Mais l'intégration... Le Gabon n'évolue pas en vase clos. L'intégration du Gabon dans toutes ces communautés-là, ça va compter. Le Gabon doit emprunter de l'argent. Le Gabon doit travailler avec des bailleurs internationaux. Tu vois, ça compte. Hein. C'est pas comme ça compte tout ça. Donc je crois que moi je trouve, hein, à mon avis, sans toutes émotions, c'était la meilleure carte à jouer. Et il y a un autre élément aussi qu'on n'a pas mis en avant. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu fais. Il y a un autre élément qu'on n'a pas assez mis en avant aussi. Et là, ça touche plus personnellement le général Oligui. Et c'est en ça que les conseils de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo Valentin, j'espère que leurs honoraires seront très chers parce qu'ils ont fait un travail de folie. Lorsqu'ils sont allés faire du lobbying à Paris, à Washington, demander des rendez-vous avec des membres des différentes administrations du gouvernement, des députés pour les sensibiliser sur les conditions de détention de la famille Bongo, ils ont porté plainte contre des tortionnaires de Noureddine et de Sylvia Bongo, dont il y aurait l'un des frères de Ligui. Et donc pour lui, pour son image, qui se veut être... président jeune, président normal, qui ne veut pas être le petit pestiféré, le général Oligui ne se voit pas en Ibrahim Traoré, il ne se voit pas en on me donne pas l'heure. Moi, je veux faire partie des puissants. Lorsqu'il y a des événements internationaux majeurs, je veux y participer. Donc, moi, je fais en sorte de bien paraître en société. Et cette histoire-là, ça commence à être un boulet. Ça commence à sentir mauvais. Et même si l'opinion va se retourner, il va y avoir un buzz la semaine prochaine, ils seront passés à autre chose. Je me déleste un peu aussi de ce problème que je ne sais plus gérer. Mine de rien, ça fait déjà 2 ans. Aujourd'hui, je suis élu pour 7 ans, protégé par une constitution. La GR est toujours à ma main, donc je peux lâcher du lest. Mais pendant tout ce temps, le peuple a des attentes. Oui, mais c'est sûr pour résoudre les attentes du peuple qu'il a préféré d'abord se libérer de ses fardeaux. Excusez-moi. Ça ne compte pas. Les priorités, c'est la famille du président, ses intérêts personnels. Non, le peuple compte. Excusez-moi. Je voudrais dire que, jusqu'à preuve de contraire, permettez-moi l'expression, si ce coup d'État a été plus ou moins légitimé, c'est parce que le peuple a cru en une rupture. D'accord? Ils ont cru qu'en réalité, on est passé à autre chose. Et le véritable problème, c'est que si cette situation défraie la chronique, c'est uniquement parce qu'on se rend compte qu'en fait, les habitudes qu'on pensait avoir laissées derrière nous sont en train de ressurgir. Le phénomène de l'impunité, osons le dire, ça pose un problème. Ça pose un réel problème. Parce que, naturellement,
Je dis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, mais que tous les Gabonais, dont tous les Gabonais sont au courant. Je dis que dès l'instant qu'on parle de détournement des deniers publics, ça veut dire qu'on est allé puiser dans les caisses de l'État. Or, tout le monde sait que la banque qui garde l'argent de l'État, c'est le trésor public. Donc, il y a toute une chaîne. Et il y a des gens qui occupaient des postes de responsabilité qui sont là, qui sont encore nommés à des hautes fonctions. Je vous dis que le peuple, de façon légitime, se pose des questions. Sommes-nous véritablement sortis de ce dont on a décrié hier? C'est là toute la question, c'est là toute la problématique. On veut bien que le gars use de plusieurs méthodes parce que naturellement on a un pays à construire. Cependant, il y a une inquiétude qui est là. C'est qu'aussi longtemps qu'on verra les visages qui hier ont géré, d'accord, être là aujourd'hui, on est tenté de penser qu'en fait, on va tout droit dans un bis repetita. Je dis que c'est légitime de se poser des questions. On veut bien que les gens rentrent dans les deals. Tout à l'heure, il y a un panéliste, moi je vous ai longtemps écouté, qui demandait qu'aussi il y a eu deal. Mais c'est quoi la contrepartie? Mais on dit le nom de qui, au nom de quoi? Si encore il y avait une élection crédible, on sait qu'on élu un chef d'État sur la base du projet de société qu'il propose. Bon, quelqu'un a fait un coup d'État qu'on appelait un coup de libération. Les Gabonais ont cru. Le score était parlant. Ça veut dire qu'on a mis de gros espoirs sur ces derniers. D'accord? Donc, en réalité, au-delà de tout ce qui peut graviter autour de... moi, je sais pas moi, le monde qui est devenu un village planétaire, nos collaborations au niveau de l'international, mais on a d'abord le peuple qui est le patron du chef de l'État à satisfaire. D'accord? Et je dis qu'il y a un problème de fond. Je dis le problème d'Ali Bongo, il est connu de tout le monde. Il y a eu des communications qui ont été faites de tout mouvement. Mais s'il vient et nous dit qu'ils ont été incarcérés, et ils ne sont même pas allés seuls. Il y a eu les Yangoulou, il y a eu les Vouranjami, il y a eu tout ce monde autour d'eux. Bon, maintenant, on apprend par une presse, par la presse, par un organe de communication étranger que ces derniers se retrouvent en Angola. La question cruciale qu'on se pose, il s'agit de quoi? Une extradition, d'une évasion, d'une évacuation? C'est ça le gros problème, parce que toutes les communications qui sont faites autour, je le répète, nous laissent sur notre faim. Le procureur général a été clair. Liberté provisoire pour raison humanitaire, raison de santé. Liberté provisoire. Moi, je me rappelle. C'est tout. Je me rappelle, excuse-moi, mon très cher frère SW, je sais que tu suis avec une attention particulière l'actualité du pays. Je ne sais pas si tu as souvenance de l'histoire de Léon Dué, qui était maire de Libreville, qui avait été incarcéré, qui était tombé très malade. Mais ce dernier, il a suivi des soins quelque part, mais ça n'a pas, pour autant, on l'a pas évacué à l'extérieur du pays. La question se posait, et même quand on parle du bilan médical fait par les médecins, mais si on parle de médecine, les médecins qui font des bilans là, mais il y a aussi des situations pour lesquelles on n'a toujours pas trouvé de réponse. Les médecins qui avaient décrété que Ali Bongo était apte à te présenter aux élections, quand on sait que ce dernier était véritablement malade, qu'en est-il aujourd'hui? Je m'arrête là. Quelqu'un veut prendre la parole? Non, mais je suis clairement en phase avec ce que vient de dire Lègue. C'est clair que on sait une fois encore, enfin du moins, c'est la preuve qu'on ne sera pas fort. Tant que les caciques autour de chez nous là seront là, on aura un président qui va s'aplatir devant eux. Je ne vois pas jusqu'à présent où est-ce qu'on va aller imposer quoi que ce soit. Si même du point de vue de la justice, c'est-à-dire que on est censé soi-même avoir un pays où la justice est foncièrement indépendante, parce que tous les présidents font ça. Quand ils ont une pression internationale sur un sujet d'ordre public, ils vous disent, au nom de l'indépendance de la justice de mon pays, vous voulez que je dise quoi? J'ai rien à dire là-dessus. Si même sur ça, on n'est pas capable de tenir, je ne sais pas sur quoi on va tenir. Et comme c'est un deal, moi jusqu'ici, j'attends qu'on me dise qu'est-ce qu'Oligui a donné en retour. Mon petit doigt me dit que il doit y avoir quelque chose avec cette histoire de Mbagné. Mais on attend le résultat. C'est vraiment le prochain enjeu majeur, mais si c'est une décision internationale, quand vous voyez en plus les manquements qui ont été ceux de la partie gabonaise, et c'est là où on se rend compte que cette incurie de notre État, 50, 60 ans durant, peut avoir des répercussions importantes. Un traité a été signé dans les années 70. Hein. Non, on vous assure. Produisez le traité. Oups, c'est pas où sont les archives. Par contre, on a l'empilation. Mais non, on veut le traité. Vous n'êtes pas en capacité de pouvoir le produire. Sans compter les autres aspects très techniques
de cette île. L'idéal aurait été une cogestion avec la Guinée équatoriale, mais s'il y a un résultat qui est en défaveur du Gabon, j'espère que dans quelques années, ce ne sera pas source de conflit, un peu à la Crimée, Ukraine, Russie, ou comme ce qu'a pu connaître le Nigeria et le Cameroun avec l'île de Bakassi. Donc on attend ça vraiment avec un peu les chocottes, parce que là les enjeux sont très importants. On ne parle même pas de tout ce qu'on peut trouver en eau profonde autour de cette île en termes de pétrole ou de gaz, à l'heure des vaches maigres et de tous les projets qu'il faudra financer, au-delà même des projets du général Oligui, projets structurants dont le pays a besoin. Ce serait beaucoup de beurre dans les épinards qui pourrait permettre de donner l'île de Bagné. Comment ça se fait que c'est sous la transition qu'on nous sort le litige Mbagnier? C'est en instruction vraiment depuis une trentaine d'années. Au moins une trentaine d'années. Facile. Et quand vous savez la lenteur avec laquelle le droit international, surtout quand vous voyez les enjeux et les répercussions qu'il peut y avoir, ils prennent forcément leur temps. Peut-être que le fait que les planètes sont à peu près alignées, c'est-à-dire les présidences gabonaises et équato-guinéennes sont relativement proches, on peut aussi espérer qu'il y ait peut-être une solution négociée là aussi, en bonne intelligence. Et pour moi, la thèse de la cogestion me semble la plus simple à mettre en place et peut-être celle qui serait la plus stratégique. On divise en deux, on arrête de se battre, on exploite ce qui est exploité et chacun prend sa part. Nous sommes des frères, des pays frères, donc bon, il n'y a pas forcément obligation que l'un ou l'autre s'en accapare cette île à lui tout seul. On peut le faire aussi en bonne intelligence. Mais par contre, de ce qui a pu transparaître dans ce dossier île Mbagné, et vraiment je ne veux pas paraître médisant ou insolent par rapport aux défenseurs de l'État gabonais lors des audiences, lorsque vous comparez par exemple avec ce qui a pu se produire justement lorsque c'était Cameroun-Nigeria pour l'île Bakassi, mais les débats étaient vraiment de beaucoup plus haut vol que cela. Ils ont vraiment bataillé. Et c'est même à ce moment-là que beaucoup de Camerounais et beaucoup de gens à l'international ont connu Maurice Kamto. Quand on le nomme ministre délégué, ministre de la Justice, sa première mission en tant qu'avocat droit international, c'est de défendre les intérêts du Cameroun pour l'île Bakassi. Et quand on a vu Marie-Madeleine Bouranso, avec beaucoup de respect et de considération pour sa personne et pour son parcours, ou l'ancien secrétaire général de la présidence, j'ai oublié son nom, Rosatanga, j'ai pas trouvé leur prestation vraiment de haut vol. Donc ce qui fait que mais c'était pas vous du mettez... droit, c'était pas du droit, c'était beaucoup plus de l'histoire. C'était pas du droit qu'il faisait. Alors qu'on nous avait dit que leur expertise là-bas, c'était juridique. Et ça, c'était peut-être à cause aussi de la faiblesse du dossier, et ils ont essayé de camoufler ça comme ils ont pu. Et malheureusement, c'est pour ça que si lundi, il y a une décision qui n'est pas favorable à l'État gabonais, écoutez, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il n'y aura pas eu de triche ou de je sais pas quoi. Bon, tout est possible, mais il faut aussi se dire que lorsque on va dans ce genre de bataille, il ne faut pas tomber à cause de ses propres turpitudes. C'est pas possible. Ouais. Bon, les amis, c'est le début du week-end. Je vais avoir un week-end assez chargé. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent lors de ce live qui a été pour moi très instructif. Ça a permis d'échanger sur des sujets assez importants. Je vous dis à très bientôt et une excellente soirée. À bientôt, ouais. Merci, à très bientôt. Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur ton panel. Merci encore. C'est moi.